Bonjour chers auditeurs, chers visionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous recevons un invité de prestige, un invité, j'aimerais bien dire, légendaire, fier de ses origines, juive, zoulou, parisienne, il dira si c'est le bon ordre ou s'il y a un ordre. Ça se tient. Nous recevons un artiste, le sel et la lumière du monde du hip-hop. Connu pour ses intonations, sa franchise, sa lutte pour la vérité et représentative dans ce qu'on peut dire un OG. Nous accueillons le speaker par sa fonction, artiste Yuval. Le meilleur speaker du monde. Voilà, le meilleur mondial. speaker. Yuval, comment vas-tu ? Bah bien, la vie est belle. La vie est belle. Donc, je vais commencer. Est-ce que tu peux me donner la définition du mot respect et du mot loyauté selon toi ? Respect, c'est quelque chose que tu apprends très très tôt et qui est inculqué par tes parents, déjà. Non pas par la culture hip-hop, mais par tes parents, par rapport à la société, ta manière de te comporter, et avec 3 mots très simples qui t'ouvrent toutes les portes, s'il vous plaît, bonjour, au revoir, enfin ce genre de choses. Et surtout, essayer aussi d'être sensibilisé par rapport à l'autre, dans ta manière d'approcher les choses. D'accord. Donc c'est une forme de respect. Après, tout le monde ne respecte pas tout le monde. Et puis le respect, il a un certain degré. Ça se mérite aussi, le respect. Ah. Après, loyauté... La loyauté, je pourrais te définir, je sais pas moi et Benji, par exemple. D'accord. Okay. La loyauté, ça veut dire, en gros, tu sais que la personne, elle est avec toi, elle te suit réellement, tant que c'est pas un truc véritablement un bourbier extraordinaire. Des histoires de meurtre, je n'en sais rien, mais en général, la personne, elle doit être fidèle, elle doit être loyale. Mais la loyauté, c'est dans les deux sens. Parce que si toi, t'es loyal et elle l'est pas, au bout d'un moment, cette loyauté, elle s'atténue et au bout d'un moment, elle disparaît. Mais la loyauté, ça veut vraiment dire être en phase avec la personne. Et c'est aussi des fois, ça dépend vraiment du rapport humain que tu as avec l'autre. D'accord. Et des choses qu'il a pu te prouver. Tu penses que ça a une limite, la loyauté ? La loyauté, elle a une limite quand tu te retrouves dans des affaires de mœurs, de vie et tout ce qui va avec. Là, tu peux plus être loyal à la personne, malheureusement. Il y en a pour qui ça passe au-dessus, hein. Ouais, mais à ce moment-là, ils deviennent complices. Ah. Indirectement. Pour moi, là, je t'ai dit ça, mais ça pourrait être d'autres choses. Hein. Ça pourrait être un meurtre, ça pourrait être ce genre de choses. Ou je sais pas, le mec qui essaie de coucher avec la meuf d'un ami commun que vous avez ensemble, tu peux ne pas vouloir le suivre. Après, je sais pas s'il reste qu'à le dénoncer, mais tu peux aussi ne pas être d'accord. Ça peut être vu comme un manque de respect aussi, hein, ça. Bien sûr. Et est-ce que tu es d'accord avec la définition de OG ? Oui et non. J'irai plus. Est-ce que tu peux nous apporter ta définition de OG pour toi dans la culture hip-hop en France ? Déjà, les OG, c'est les premières générations. Donc, c'est la génération entre 82 et 88. C'est ça, les vrais OG. Maintenant, OG, c'est quoi ? Est-ce que c'est quelqu'un qui était là à l'époque ou c'est quelqu'un qui a marqué l'époque ? C'est pas la même chose. Ah. Parce que des gens qui étaient présents et qui vont se définir comme des gens importants, c'est juste parce qu'ils sont nés avant toi. Mais maintenant, à l'époque où ils dansaient, parce qu'on parle de danse, évidemment, est-ce que c'est des gens qui ont vraiment marqué l'histoire ? Est-ce que c'est des gens qui ont contribué ? Est-ce que c'est des gens qui ont laissé une marque dans l'histoire ? Est-ce que c'est des gens où leur nom il continue de se perpétuer comme une espèce de tradition ? Parce que c'est quelqu'un vraiment qui a fait du sale et aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur des danseurs, mais il a laissé quelque chose derrière lui qui fait que il fait partie de ta culture, comme un classique, tu vois ? Ou c'est juste quelqu'un qui était là à l'époque, il était plus âgé que toi, et il a grandi dans une culture, mais en vrai, il était ni bon en graffiti, ni bon en beatbox, ni en danse, ni en DJing, ni en rap. C'est important d'avoir tout fait, d'avoir touché à tout ? Non, en fait, c'est juste le fait... Déjà, à l'époque, tout le monde faisait tout. Déjà, d'accord. Faut le savoir. Tout le monde s'essayait à tout avant de se trouver. Mais c'est surtout, sur la première génération, t'étais là dans les soirées, tu dansais... Oui, d'accord, t'étais là. Mais à quel moment t'es significatif d'un OG ? Est-ce qu'on doit dire de toi que t'es quelqu'un qui à l'époque avait une importance ? Cette importance, vu que l'aspect est toujours artistique, on parle de niveau. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde dansait en 84. Même ma mère dansait. Ah bon ? Ouais, bien sûr. Et c'est la vague.
C'est une image. Mais c'est juste pour te dire que, pour que tu comprennes bien, 82, novembre 82, ça arrive en France, avec le New York City Rap Tour. 83, tout le monde se jette sur le film Flashdance, où essaie d'obtenir des informations, ou va au Trocadéro. Et en 84, ça explose avec Achipa Chopé. Mais c'est toute la France qui danse. Oui. Donc ça n'a pas de valeur. C'est tous les enfants entre 11 et 14 ans qui dansent, parce que c'est une émission qui est dédiée aux enfants. Donc tu danses. C'est un peu, c'est la mode, tout simplement. On parle même pas de culture, on parle de mode. Ensuite, l'émission, elle s'arrête au bout d'une année. Même si elle a commencé à péricliter à partir de septembre 84, après les vacances, la plupart des gens, ils arrêtent un peu de danser. Et l'émission, elle passe plus le dimanche après-midi, mais le mercredi après-midi en même temps que Récréa 2. Donc forcément, quand t'es un enfant, t'es plus attiré peut-être par Goldorak que par Sydney. Bien sûr. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'entre septembre 84 et décembre 84, la plupart des gens, ils vont commencer à s'intéresser à une autre culture, enfin, à un autre mouvement naissant qui s'appelle la New Wave. Et donc, au bout d'un moment, les jeunes, c'était sympa de faire la chenille ou la glace quand t'étais plus jeune, mais en fait, c'était plus un truc de mode de l'époque. Et il va rester un petit groupe de personnes qui va continuer à tenir les murs. Donc, OG, c'est pas une attitude ni un statut. Pour moi, OG, c'est quelqu'un qui, à l'époque, a fait des choses. Parce que sinon, je peux te présenter plein de mecs que tu vas considérer comme des OG, mais pas dans le sens de la danse. Ça va être des anciens qui étaient là à l'époque, oui, ils étaient présents, mais ils ont pas fait le taf. Et une personne qui a duré dans le temps, est-ce que toi tu la considères comme un OG? Non. Il faut impérativement que cette personne elle laisse une empreinte, qu'elle ait marqué en fait la culture. Sinon c'est trop facile. Sinon, je te dis, moi je te présente plein de gens. Mon propre frère lui aussi, à l'époque il faisait du graffiti. Et est-ce que quelqu'un le connaît ou le considère ou quoi que ce soit? Non, pourtant il était à côté de moi. Mais parce que ça n'a pas été un des grands noms, ça n'a pas été une empreinte d'une génération. En fait, tu sais que quand la danse elle arrivait, parce que ça a commencé beaucoup avec la danse, tu sais que il faut que tu rentres dans le cercle, il faut que tu marques les gens, il faut que tu sois en avant, il faut peut-être que tu défies des gens, il faut que tu participes à une émission comme Achipa Chopé, il faut que tu ailles au Paco Rabanne, il faut que tu ailles casser des gueules au Globo. Il y a des choses à faire. Il y a un parcours. Surtout qu'à l'époque de la culture hip-hop, si on parle des OG et que le discours il est relatif à la première génération d'hip-hop en France, tu sais que c'était déjà très 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 dangereux et qu'un mec quand il avait un blaze, vu qu'il n'y avait pas Internet, c'est du bouche à oreille. Donc si moi aujourd'hui, 40 ans plus tard, j'arrive, tu me donnes un nom et je te dis ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a vraiment fait. En tout cas, c'est que pour l'époque, son nom il a circulé pour étant quelqu'un qui a priori était fort en danse ou de n'importe quel élément de la culture hip-hop. Parce que la culture hip-hop, maintenant, il y a un côté très pédagogique dedans. Elle est enseignée. Il y a l'histoire du hip-hop en France qui est enseignée. Est-ce que parce que en plus on a cette grâce, si je puis dire, d'avoir pas mal d'anciens toujours en vie ici en France. Est-ce que vous avez déjà organisé une sorte de colloque par rapport justement à l'enseignement, parce qu'il y a des générations qui suivent. Je sais que tu te bats pour ça, pour les générations qui suivent. Est-ce que vous avez mis à place justement ce sujet sur les définitions de façon que ce soit enseigné de la même façon partout? En tout cas, qu'il y ait ce tronc commun, cette base, cette période-là, avant les années 90, début des années 80, que tout le monde soit à l'unisson, justement, sur ces définitions. Disons que, pour nous, les anciens, l'histoire, elle est claire. Pour plein de gens, elle n'est pas claire. Parce que les gens, ils vont soit des fois fréquenter quelqu'un qui a un certain âge et qui était là à l'époque et qui avait un nom. Donc tu fais une amalgame et t'as l'impression que lui aussi c'est un OG, c'est un ancien, alors qu'il l'est pas du tout. C'est une deuxième ou une troisième génération. Donc il y a un flou là-dessus. Ou des fois, des gens, tu vas les voir dans des reportages où ils vont raconter une période qu'ils n'ont pas vécue. Non mais, on est à peu près une vingtaine ou une trentaine à être encore vivants, à avoir encore nos fonctions. On peut encore parler, à raconter. Quand on était jeune, on n'était pas en train de théoriser l'histoire, on la vivait. On se disait pas, dans 40 ans, on sera encore là. Même pas dans 10 ans. Tu vois, parce que vu que moi je suis rentré, j'avais 11 ans en 82, 88, j'ai 17 ans, c'est déjà là où je commence à rentrer dans la vraie vie, c'est-à-dire un travail, moins de temps pour danser, et forcément, peut-être me dire que c'était une passade de jeunesse, la danse. Mais j'ai perduré comme pas mal d'autres. Maintenant, la réalité, c'est que la plupart des anciens, ils parlent pas beaucoup.
Ils parlent pas beaucoup. Ensuite, à l'époque, il faut aussi savoir qu'à l'époque, c'est une génération où c'était quand même du bouche à oreille sur beaucoup de choses. Évidemment, il y avait les radios, Radio Nova, Radio 7, et des leaders comme Dynasty, qui donnaient les informations pour savoir où étaient les Zulu Party ou les événements. Et surtout, quand tu regardes, personne venait avec un appareil photo, personne venait avec une caméra. Donc ça fait que, en fait, avec le temps, les choses s'effacent. C'est un peu comme si t'écrivais ton nom sur la plage. Tu sais qu'une vague passe, ton nom n'existe plus. Et là, il faut que tu te battes pour ton histoire. Parce que les générations qui arrivent, t'essaies d'être dans la mosaïque aujourd'hui de ce qui se passe pour eux, mais de quelle manière? Déjà, t'as un certain âge, t'es considéré comme un vieux. Maintenant, vieux, c'est pas quelque chose de négatif, c'est ce que t'en fais. Est-ce que t'es quelqu'un qui a un certain âge et t'es quelqu'un qui est actif et tu mets des choses en place, je sais pas moi. Parce que dans la culture hip-hop, c'est une culture qui se recrée en perpétuelle mutation. Donc tu peux à un moment donné te trouver. Alors je te dis pas que tu vas te trouver en danse. T'as 50 ans, on te demande de danser. Bon, ton corps, il parle pour toi, hein. T'as beau avoir toutes les envies du monde, tu sais que tu peux imaginer des choses, mais tu sais que ton corps, il pourra pas les faire pour 1000 raisons. Sans parler qu'évidemment, entre-temps, peut-être t'as grossi, ou t'as eu une maladie, ou tu t'es blessé, ou ta vie active te permet pas de t'entraîner, tu deviens un danseur du dimanche. Enfin, plein de choses qui font, mais t'es toujours là. Mais pour être toujours là, moi, je pense que déjà, la première chose, c'est de danser, même si ce que tu proposes, c'est pas un truc de qualité, mais au moins, t'es dans la pratique. Si tu danses plus et que tu veux une reconnaissance, t'auras une reconnaissance qui sera consensuelle. Des gens qui seront respectueux que parce que t'as un certain âge et que peut-être vaguement ils ont entendu ton nom, mais ils arriveront pas à raconter une seule story qui représente l'éloge de ce que t'as été, parce qu'ils connaissent pas ton histoire. Et parce qu'il y a aussi des fois le fait que toi en tant que grand, tu crois que tu peux parler aux jeunes, mais les jeunes ils se reconnaissent pas comme leurs grands, donc ils ont pas forcément envie de t'écouter. Mais ça, là, l'exemple concret là que tu viens de donner, est-ce que c'est pas aussi lié à un manque de transmission de la part des générations? Parce que j'ai l'impression que, enfin, après tu me corriges si je me trompe. Là, dans le cas précis que tu viens de dire, est-ce qu'il n'y a pas deux générations? Tu parles pas en tant qu'ancien par rapport à deux générations en dessous, voire même plus. Est-ce que la génération intermédiaire entre toi, ancien, et des générations dont tu parles qui ne te reconnaissent pas en tant que grand, il n'y a pas une génération intermédiaire qui n'a pas fait le travail de transmission? Mais c'est nous tous qui n'avons pas fait le travail de transmission, parce qu'à l'époque, quand on était dans les années 80, quand la hype elle arrivait en 88, en vrai, ça a été un mouvement dans le mouvement, et ça a été des nouvelles personnes qui sont arrivées et qui n'étaient pas dans la continuité des pratiques qui étaient en place. À l'époque, il n'y avait pas 40 danses, il y en avait 3. Pop, lock et break. Après arrive la hype. Et t'as 99% de la société de la danse hip-hop qui fait de la hype. Donc ça fait que si tu veux, la liaison, elle se fait pas avec il n'y a pas la continuité avec le break, le pop et le lock. Et ça revient qu'une génération ensuite, après en 95, quand on revient aux fondamentaux, avec Battle of the Year 95, et là tout le monde se remet, au pop, au lock et au break, et on arrête la hype. Donc il y a eu une génération au milieu, qui a été une cassure. Mais d'ailleurs, même là, tu m'interpelles. Est-ce que, à ces périodes, l'envie de transmission, elle était aussi forte que maintenant? Non, ouais. C'était beaucoup, c'était dans son coin. Non, mais déjà à l'époque, on peut pas dire qu'il y avait de l'amour. C'était très dangereux. Il y avait les bandes. Tu te faisais frapper, dépouiller. C'était même pas un truc que tu racontais tellement c'était banal. On n'avait pas d'argent. On était un peu des schlagos, on n'avait pas d'argent. On allait dans des événements, des fois, qui étaient assez loin de là où on vivait. On était des enfants qui explorions la culture hip-hop. On n'avait pas de grands pour nous protéger, pour nous enseigner, pour nous donner des directions, même pour nous apprendre, même un mouvement. Tu rentrais pas dans la salle des gens. Ça n'existait pas, vous avez une salle à Mitry-Mory, moi j'habite à Montreuil, je viens dans ta salle. Même pas, tu m'aurais laissé rentrer. En plus, c'est vrai qu'à l'époque, on copiait pas les mouvements. Non, mais en fait, au début, les gens copient. Alors, c'est normal. Au début, quand le hip-hop est arrivé, on va dire, nous, on est juste une extension d'une histoire américaine qui est née 10 ou 15 ans avant nous. Donc, nous, évidemment, on se focalise sur ce qu'on voit, on copie, ensuite, on transforme. Mais au début, t'es obligé de regarder les Rocksteady, New York City Breaker, Magnificent Force, Dynamix, PCB, si t'as envie, ou les Break Machines, enfin, ou des clips de l'époque, ou des films. Beat Street, Break Street. Ça se donne à peu près ce qu'on avait sous la main. Mais après, toi, évidemment, avec le temps, t'essaies de trouver ta propre manière de danser. Et puis, il faut savoir qu'à l'époque, tout le monde n'a pas un magnétoscope.
Donc les gens, ils peuvent pas copier ce qu'ils voient à la télé si ça passe à la télé. Ensuite, les gens, cette affinité que tu peux retrouver avec les gens, tu l'as pas comme ça. T'es pas en capacité d'aller vers tout le monde et parler avec les gens comme si t'étais tes potos. Et au bout d'un moment, il y a le phénomène des bandes qui arrive. Donc, ça peut mal se passer pour toi à chaque événement. On parle des gens qui sont morts dans la culture hip-hop parce qu'ils faisaient partie de bandes, parce qu'ils arrivaient dans les événements. Et c'était malheureusement pour eux, c'était pas un meeting, mais c'était plutôt des fois des guet-apens pour eux. Certains parmi eux étaient des danseurs, donc ils payaient pour le groupe quand ils se retrouvaient seuls dans certains endroits. Et on n'a pas de... Si nos parents ne les accompagnent pas, tu vois. C'est très sauvage quand même. C'est très sauvage, mais c'est ce qui faisait aussi toute la liberté de la culture hip-hop. C'est ce qui faisait aussi qu'on a voulu rester là-dedans, parce qu'au bout d'un moment, on s'est trouvé. Au bout d'un moment, je sais pas, on voulait faire du tag, peut-être du graffiti. Être DJ, il fallait avoir de l'argent pour acheter des platines. Il n'y avait pas de contrôleur, donc ça valait quand même une fortune. Être rappeur, très peu étaient rappeurs, tu vois, à part les Johnny Go, Destroyman, Benny, Gangsta Beat, Lionel D. Enfin, il y avait quelques-uns, mais c'était pas non plus, c'était pas un truc de ouf. Les gens qui faisaient du beatbox, il y en avait deux qui étaient très connus, c'était Fat, celui qu'on appelle Salim, et Chic, et peut-être d'autres que j'ai peut-être oubliés. Et puis surtout, on voyageait pas. Tu disais pas quand t'habitais à Paris, tiens, je vais aller voir ce qui se passe à Marseille au niveau de la danse. T'allais pas à Toulouse. T'allais pas à Marseille voir les MCB ou les Belzance Breakers, City Breakers. T'allais pas voir les Olympic Stars ou ceux qui s'appelaient avant Olympic Stars du côté de Toulouse. T'allais pas aller voir les Challengers du côté de Nice. Enfin, tu vois, chaque ville, elle a eu ses héros que nous, on n'a pas connus. Mais tu savais qu'il y avait un passage obligatoire, un carrefour obligatoire pour tout le monde. C'était évidemment Paris. Parce que Paris, c'était là où il y avait la plus grosse concentration de gens notorious dans toutes les disciplines de la culture hip-hop. Donc quand t'arrives à Paris, tu voyais ces futures peut-être légendes, ou en tout cas ces notorious, que tu pouvais voir en vrai. Parce qu'avant, des fois derrière les graffeurs, s'ils n'avaient pas le plaque name, tu savais pas que c'était eux, par exemple. Et les danseurs, en fait, t'entendais des légendes urbaines sur les uns et sur les autres. Ouais, à Paris, il y a un mec qui fait ci ou qui fait ça. Et forcément, tu savais que si tu voulais avoir ton blaze et que t'habitais, va savoir où, il fallait que tu te déplaces, que tu viennes à Paris dans une soirée ou un événement ou une Zulu party ou un truc comme ça et que tu viennes défier quelqu'un. Parce que tout passait par le défi. De toute façon, toute la culture hip-hop est basée sur le défi. Sinon, on serait encore à faire des baby freeze, hein. Cette période, pour toi, elle était plus codifiée. Est-ce que la démocratisation de la culture hip-hop n'a pas dilué les codes de cette culture ? Non, mais la culture hip-hop s'est segmentée avec le temps parce qu'il y a eu un marché, une économie qui s'est créée. Donc après, chacun est parti dans son univers. La plupart des organisations qui sont faites avec la danse, c'était des gens qui étaient passionnés de danse, qui ont fait des événements de danse. La plupart des gens, ils font pas des battles de culture hip-hop. Parce qu'un battle de culture hip-hop, il faut qu'il y ait tous les éléments qui soient intégrés au sein du battle. Or, aujourd'hui, on fait des divertissements sociaux, on fait donc des battles de danse. Je suis même pas sûr que ça soit hip-hop. En fait, c'est du grand spectacle pour les gens. Il y a de la danse hip-hop qui est dedans. Mais bon, des fois, on flirte, des fois même presque limite avec le contempo. En fait, il y a une économie qui est en train de se créer et ça fait plaisir à tout le monde parce que demain, t'es danseur. Tu peux essayer de danser sur des événements qui sont en adéquation avec ton niveau amateur, un peu plus médian, national, international, et voilà, tu peux peut-être un peu gagner ta vie avec ça, ou te faire reconnaître, et d'autre côté, ça crée l'économie pour tous les gens qui sont prestataires, jury, speaker, DJ, photographe peut-être, caméraman, le mec qui va s'occuper de faire le graphisme pour la ville, pour l'événement, c'est comme une entreprise, un événement, mais on peut pas dire que c'est des battles hip-hop. Parce que déjà, il n'y a même pas de cercle. Mais quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu es un peu déçu, voire blasé de la culture. Est-ce que je me trompe ? Non, en fait, je suis pas blasé par la culture, mais je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une génération, on se fait chier. En fait, ils ont tout, mais en fait, ils ont rien. Ils ont pas le principal. La mentalité, le courage, la paire de couilles. Et je parle au féminin comme au masculin. On a plein de gens qu'on va, entre guillemets, idolâtrer, c'est un grand mot, mais qu'on va mettre sur le panthéon de la danse, ils sont importants, c'est des légendes, ils sont ceci, ils sont cela, mais en vrai, déjà la plupart, ils ont même pas formé des jeunes, beaucoup sont des solistes, ensuite, la plupart sont pas forcément des activistes, ils font rien pour la culture, tu les appelles, ils viennent, ils font le job,
mais il faut pas plus avancer le public, il faut juste avancer leur réputation. Et puis surtout, les nouvelles générations qui arrivent, la plupart, elles ont pas compris comment ça fonctionne. En fait, elles participent à des événements, elles ont l'impression qu'elles rayonnent, mais déjà c'est même pas des grandes étoiles du hip-hop, c'est des étoiles filantes pour moi. Elles restent pas très longtemps, et en plus, on n'arrive même pas sur 5 ans, quand tu parles avec elles, à te rappeler qu'elles aient pu aller chercher quelqu'un. Donc déjà, à partir du moment où tu vas chercher personne et que tu es un danseur hip-hop et que tu te considères hip-hop, faut jamais oublier qu'on parle de street dance, de danse de rue, avec toute la violence que ça émane derrière. Alors évidemment, les mecs, comme ils ont pas de couilles, excusez-moi les propos, ils vont essayer d'édulcorer un peu la culture et dire oui, mais c'est plus à la mode, ou alors c'est pas vraiment ma philosophie. Non, c'est juste parce que c'est juste parce que t'es un peu implanqué. Moi, quand j'étais jeune, j'ai appris le défi tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai eu mon blaze d'ailleurs. D'ailleurs, grosse dédicace à Is My Break TV, parce que dedans, j'ai vu que Benji t'a demandé la définition de B-Boy. J'ai cru comprendre, corrige-moi si je me trompe. Pour toi, le B-Boy, c'est celui qui va chercher. Le B-Boy, c'est, si tu veux, malheureusement, dans la culture hip-hop, on fait une espèce de hiérarchie, alors qu'il ne devrait pas y avoir de hiérarchie. C'est-à-dire C'est-à-dire que des fois, les danses debout, c'est considéré, c'est moins spectaculaire que le break. D'accord. Donc on hiérarchise, tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Donc on hiérarchise un petit peu les danses. Après, dans les danses debout, elles se font leur hiérarchie tout seules, mais on sait qu'au summum, c'est le break. Alors déjà, la première danse hip-hop, c'est le break. Les autres, elles sont arrivées après. Quand on fait un peu d'histoire, t'apprends à savoir ça. Et ensuite, comme tu dis que le break, c'est la danse des lions, les mecs, ils ont pas peur, ils ont une certaine mentalité, ça représente la street, ils ont imprégné la culture, tu t'attends que eux, peut-être, ils donnent le ton. Mais ils le donnent même pas. Aujourd'hui, ils peuvent se croiser dans un événement. Il peut y avoir toutes les têtes du monde. Il n'y en a pas un seul qui va chercher les gens. Donc à la fin, ils deviennent, au fur et à mesure, sans s'en rendre compte, ils passent de b-boy à compétiteur. Et quand tu deviens compétiteur, tu commences à avoir un aspect sportif dans ta façon de penser, et t'as plus le côté j'y vais pour prendre ma part. L'esprit battle a été, et c'est vrai, il y a plus un côté sportif à l'instar des JO. On va y venir. Mais c'est vrai qu'il y a plus un côté compétiteur sportif, même si, qu'on le veuille ou non, cette discipline, elle demande quand même... non, mais il y a une dimension sportive, mais ça reste artistique à la base. Parce qu'il n'y a pas de règles, hein, tu vois, quand tu fais un sport, tout est codifié. Dans la danse, évidemment que dans les battles, il y a des codes, mais une fois que tu vas chercher un mec dans la street, il n'y a plus de code. Hein. Le mec, il va pas te dire, moi je vais danser, mais c'est 3 passages. Non, c'est toi et lui. Je reviens justement sur ces codes. Est-ce que cette l'ouverture du... Allez, on va arrêter que sur la partie du b-boying. L'ouverture du b-boying, est-ce que ça lui a pas nu au niveau des codes? Est-ce que les codes n'ont pas été changés? Les mises à jour est-ce qu'elles ne sont pas mauvaises, justement? L'erreur, elle vient de nous tous. Les formateurs qui n'ont pas eu de couilles, ils vont pas faire en sorte que t'en es toi-même. Hein. Si toi, t'as pas été un lion, t'en feras pas une gazelle. Hein. Il faut déjà que toi-même, en tant qu'enseignant, t'as ce truc en toi, ce feu qui brûle, où t'as fait les choses, tu sais, pour moi, un danseur, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Il ouvre des portes, des fois c'est la bonne, des fois c'est la mauvaise, des fois c'est la mauvaise, des fois c'est la bonne. En fait, il apprend au fur et à mesure. Mais il doit te donner en toi une espèce de mentalité qui fait que quand, à un moment donné, tu vas devoir voler de tes propres ailes parce qu'il sera pas toujours à côté de toi, tu dois pouvoir affronter la vie, affronter la culture. Parce que si le mec, il t'a éduqué, il est trop bienveillant, trop gentil, trop sympa, à la limite, excuse-moi, je vais dire un gros mot, mais à la limite d'un tellement il est proche de toi, frérot, c'est pas ton fils, hein. C'est pas ton gamin, hein. C'est juste une adhésion d'un jeune qui vient dans tes cours et tu lui apprends quelque chose. Ensuite, il y a le passage où tu ne deviens plus prof de danse, mais coach. Et là, c'est différent. Parce que là, tu dois lui donner une certaine mentalité. Au début, t'es juste quelqu'un qui donne des cours. Alors évidemment, comme t'as un certain âge, tu es père de famille, t'as passé des caps, tu es obligé d'avoir un discours très Zulu Nation, peace and love and unity. Mais ça, c'est un aspect. Après, quand tu rentres dans la culture, il y a les coulisses. Et les coulisses, des fois, elles sont belles, des fois, elles sont moches. Sinon, il n'y aurait pas autant de potents. Et tu dois le préparer à ce qu'à un moment donné, quand il va affronter... je sais pas, des événements où tu seras pas là pour le protéger, lui, il soit capable de pouvoir affronter les ténèbres, tous ces gens qui sont sympas et qui le sont un peu moins. C'est un peu comme toi en tant que personne qui vit chez tes parents, et après tu décides d'avoir ton indépendance,
Si tes parents, ils t'ont pas préparé à l'indépendance, à comprendre qu'il faut que tu ailles travailler, que ce qui va te tomber sur le coin de la gueule, c'est des impôts, qu'il va falloir que tu passes ton permis, enfin, plein de choses de la vie qui fait qu'à l'époque, tu étais dans un confort où tu te rendais même pas compte que tout était magnifique. Et qu'au moment où tu te retrouves tout seul, ah bah là, tu dois te prendre en main. Mais si t'es pas préparé à ça, bah c'est très difficile. Donc bah, c'est la même chose dans la danse. Et malheureusement, dans la danse, bah, moi je pense que il y a beaucoup d'organisations qui rendent ça tellement spectacle que finalement ils aident pas ces danseurs-là à faire sortir chez eux ce côté un peu bestial qui fait que bah, ils vont peut-être avoir un nom plus vite que les autres. Parce que les gens qu'on aime, c'est pas forcément les gentils. Hein. Celui qui est fort et il a rien à raconter, il aime tout le monde, on s'en bat les couilles de lui. Hein. Frérot, oui, si je veux entendre des gens parler comme toi, je vais sur Gulli. Hein. Il y en a plein des gens gentils. Hein. Mais nous, on a besoin d'avoir des gens qui ont du caractère, une personnalité. Et puis, quelque part, ça reste du spectacle. C'est du catch. On ne demande pas... Les gens sont pas foncièrement méchants. Mais t'as besoin de te vendre. Donc, t'es là pour dire que t'es le numéro 1, t'es le meilleur, t'es le plus fort, t'es le plus beau. Bref, t'es le sex symbole du moment. Est-ce que tu estimes faire partie de ces anciens, un des rares anciens à avoir ce point de vue? Ou alors vous êtes plusieurs à le penser? Et là, en vient ma question. Quand je vois plein d'écoles ou de centres de danse qui se font, qui sont à l'opposé de votre vision, et est-ce que vous ne percevez pas ça comme du mépris? Non, mais après quand tu ouvres une école, c'était un peu comme si t'étais le papa de tous ces jeunes. Donc t'es obligé de faire attention à tes réseaux sociaux. T'es obligé de faire attention à ta manière de parler. T'es obligé, toi aussi, peut-être d'effacer certaines choses sur toi de l'époque pour paraître quelqu'un, on va dire, avec une belle probité. Et en fait, t'es là pour enseigner la danse, mais le bon côté de la danse. Mais sauf que il y a le monde des battles. Et aujourd'hui, on est dans un pays où quand tu bouscules un jeune, t'as le père de famille qui vient te voir et qui te dit ouais, mais comment ça se fait? Mon fils, il est venu en pleurant. Et mais nous, quand on était jeunes, c'est nous qui rentrions en pleurant chez nous et on n'en parlait pas à nos parents. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont en sucre, quoi. Tu les bouscules un petit peu, c'est le drame de leur vie. Au lieu de comprendre que plus ça va être dur pour eux, plus ça va être facile pour eux par la suite. Mais parce que il y a une sévérité quand même dans certains centres de danse. Mais il est vrai que il y a, en tout cas pour les peu que j'ai pu visiter, il y a ce côté bisounours que tu dis. Ouais, mais c'est parce que eux, ils sont dans un truc où il y a une espèce de pédagogie, transmission, formation, presque éducation selon leur vision, mais on leur demande pas d'être les parents des jeunes. Mais toi, est-ce que c'est pour toi, tu le perçois comme une bonne chose ou quelque chose qui nuit justement à... Moi, je pense que, comme n'importe quel prof, t'as une tripotée de jeunes qui sont en face de toi, t'en feras pas tous des Yuval, mais t'en verras un ou deux ou trois avec qui tu feras un bout de chemin, mais c'est hors les murs. Pas dans la salle. Un peu comme ta relation avec Benji. Voilà, comme ma relation avec Benji. C'est-à-dire où tu vas pouvoir être là, plus agressif avec la personne, plus pas véhément, mais en tout cas lui faire comprendre que tes larmes, je m'en bats les couilles en fait. Tu veux rentrer dans la culture, tu veux comprendre la culture, bah tu vas en chier frérot. Et c'est toi qui feras chier les autres. Mais est-ce que par exemple avec Benji, tu voulais pas faire durer l'étendard du Val? Non. Ou alors c'était ta vie. En fait, explique-nous le process qu'il y a eu avec Benji. Tu voulais lui donner ta vision du hip-hop ou ta vision de la compréhension du hip-hop. Je sais pas si tu vois la nuance. Non mais moi, à la base, quand j'ai Benji entre les mains, Benji c'est déjà un enfant qui danse, qui fait de la hype. Il a 10 ans en 90, qui grandit avec Benny B. Donc moi, comme je suis le meilleur ami d'un de ses frères, bah, je le ramène avec moi dans les soirées. Mais Benji, à 10 ans, il a même pas la dimension de ce que je suis ou de qui je suis. Il sait même pas qu'il est avec une espèce un putain de OG qui est à côté de lui. Lui, tout ce qu'il voit, c'est un grand qu'il ramène dans les événements. Ensuite, en 95, quand on crée Division Alpha, c'est le moment où Benji veut revenir. Mais Benji, il veut revenir dans la danse que parce que Benji, c'est un petit juif qui va dans des soirées où il y a que des feuges. Et les feuges, c'est pas forcément des danseurs. Et s'il arrive et il fait une coupole, eh ben, c'est celui qui va repartir avec la fille. Enfin, c'est une image. Mais c'est un peu ça, tu vois. Il a compris qu'avec la danse, il pouvait plaire, tu vois. Mais il plaît dans un seul espace. L'espace où il y a que des feuges. Et les juifs, c'est comme des hirondelles. Elles se suivent. Dans les soirées, les trucs comme ça. Donc lui, il va que dans les événements où il y a que des feuges. Et il sait qu'il est le plus fort. Mais après, il y a une autre réalité. C'est, est-ce que sorti des endroits où il y a un sérail, où il y a que des feuges, est-ce que vraiment il existe? Et il sait que non.
Parce que là, il rentre dans le vrai monde de la danse. Quand il est avec eux, c'est des jeunes de sa génération qui ont le même âge que lui, qui sont épatés parce qu'il est capable de faire une coupole ou tourner sur le dos. Tu vois, ce qui est pas la réalité. La réalité, par exemple, quand on va à Châtelet, où là, tout d'un coup, il n'existe même pas. T'as un souvenir justement de ce choc, cette rencontre justement avec l'extérieur, le monde, ce monde auquel tu l'as préparé? Ben, la première fois que je l'ai ramené à Châtelet, il a pas dansé. Ah ouais, la pression. La pression, intimidé. Déjà, les codes de Châtelet faisaient en sorte qu'il puisse pas rentrer au milieu. Et surtout, moi, je l'ai ramené à Châtelet, mais j'étais pas encore persuadé que ça serait mon petit. D'accord. Parce qu'au début, nous on cartonnait avec Division Alpha, et j'avais pas de temps pour lui, en vrai. Mais comme je sentais qu'il était motivé comme enfant, parce que là, au moment où je le ramène à Châtelet, il a 13 ans. Attends, 82, 80, il a 13 ans. Donc c'est un jeune que je ramène tous les soirs, entre 20h et minuit, et il a 13 ans. Donc ça veut dire que il faut aller chez lui, aller le chercher, ou lui donner un rendez-vous aux 3 cabines, c'est son rendez-vous. Et moi, je le prenais, je le ramenais en voiture. Après, ses parents avaient confiance en moi, parce que j'étais quand même l'ami de son grand frère, qui s'appelle Franck. Donc ça passait, mais c'est-à-dire, chez nous, les Juifs, par exemple, pour donner une idée, les métiers de la danse, c'est pas une vocation pour des parents. Les parents, ils se disent pas, j'espère que tu finiras danseur. Pour eux, c'est de la merde. On est feuge. Donc les parents juifs, ils vont plutôt t'indiquer la vraie formule pour que tu réussisses dans la vie. Fais des études, ouvre ta boutique à 18 ans, 19 ans, deviens avocat, médecin. Enfin, tu vois, c'est des directions comme ça, les feuges, ils t'envoient pas vers de l'artistique. C'est pas loin, de la vision africaine aussi, hein. Ok. Les quinfs, les Africains aussi, les parents africains, si tu leur parles du monde artistique, ils voient ça comme un truc de cool. Mais la différence, c'est que la plupart des Africains, ils dansent depuis tout petit, ils ont ça en eux, et ils voient même pas ça comme un métier, peut-être. Voilà, c'est en eux, quoi, le truc. Moi, je suis parti en Côte d'Ivoire, les enfants qui avaient 6-7 ans, tout le monde montait sur scène, tout le monde dansait. Alors que chez nous, dans notre communauté, chez les Feuges, c'est pas des, enfin, je trouve, là, je parle évidemment, je généralise, parce que toute ma vie, je suis dans les écoles juives, et on était peut-être 2 Feuges à danser. Tout le reste, pour eux, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, bon, c'est genre un petit kiff récréatif. Mais du coup, toi, en tant que danseur, alors, ça a été un vrai combat, alors, que t'as mené. Ne serait-ce que dans la communauté juive et dans le monde même de la danse. T'as mené un double combat. Il n'y avait pas de juifs qui me suivaient, moi. Ils avaient les 2 ou 3 feuges que j'ai ramenés avec moi dans un événement hip-hop, ils se sont fait frapper et ils se sont fait dépouiller. Oh my God. Bah oui. Mais moi, je leur avais dit, parce que eux, ils trouvaient que moi, quand je leur racontais mes histoires à l'école, ils trouvaient que au collège, ils trouvaient que mes histoires, elles étaient charmées. Ils voulaient vivre ce truc-là. Mais moi, je le vivais parce que, par obligation. Parce que si j'allais pas dans les soirées pour défier les gens, eh ben, j'existais pas, en fait. Je savais qu'il y avait j'entendais des fois des rumeurs sur tel danseur qui serait à cette soirée. Moi, j'allais pour lui casser sa gueule. J'y allais pas pour danser. Moi, j'allais pour défier les gens. Donc, je me suis construit ma mentalité au fur et à mesure. Et comme l'état d'esprit, il était très, très, très violent, bah, à la fin, si tu veux, t'évolues dans cet univers. Moi, j'ai pas de gardien. J'ai pas de protecteur. J'ai pas de grand frère. J'ai pas quelqu'un qui me dit, bon, écoute, on se donne rendez-vous, je viens te chercher, je t'emmène, et qui me protégeait un petit peu, parce que c'était quand même assez violent, les événements où j'allais. Et donc, je vais tout seul. Et c'est moi, au fur et à mesure, qui commence à comprendre les codes, et qui commence à comprendre que si je veux perdurer, parce que je suis juif et je suis blanc, et c'est les soirées, il y a beaucoup de noirs et d'arabes, c'est la vérité, on va pas faire semblant non plus. Eh ben, je sais qu'il me faut des protecteurs. Et donc, celui qui m'a protégé quand j'étais jeune, parce qu'il m'a eu à la bonne, j'ai eu de la chance d'avoir Momo Desasnés, qui était quelqu'un de très 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 reconnu, et très reconnu, et surtout pas quelqu'un avec qui tu pouvais genre faire le malin. Tu savais que physiquement c'était fini pour toi en quelques secondes. D'ailleurs, dès qu'il appelait quelqu'un pour lui parler, il venait au courant. Les gens savaient qui il était. Alors c'était pas un mec qui faisait la misère aux gens. S'il intervenait, c'était pour une bonne raison. Mais c'était un chasseur de skins, c'était un asné, et c'était quelqu'un, quand tu le voyais physiquement, tu voyais que c'était un combattant, tu voyais que c'était un bagarreur, tu voyais qu'il avait le truc, et il était dans toutes les soirées hip-hop. Et moi, il m'avait à la bonne. Enfin, j'ai fait en sorte qu'il m'ait à la bonne. Et après, il m'a dit, bah écoute, quand t'as des soucis, tu viens vers moi. Donc ça m'a permis de traverser plus facilement la première génération. Tu t'étais fixé, est-ce que t'avais un objectif à cette période? C'était quoi ton objectif? C'était quoi ton essence, ton moteur, ta motivation? Bah, mon moteur, c'était d'avoir un blaze et d'être reconnu, d'être respecté.
Parce que c'est une culture où même les plus grands voyous, ils peuvent ne pas te mettre à l'amende parce qu'ils voient que t'as un petit jeune qui vient, t'as le courage d'affronter des têtes et tu crées du spectacle en fait. Donc à la fin ils peuvent t'avoir la bonne. Et donc moi ça me permettait déjà d'avoir l'approbation et la respectabilité de cet environnement. Et puis deuxièmement, moi j'ai grandi dedans. En fait c'est toute ma vie. Mais pour moi le plus important c'était ma capacité à aller défier les gens et me mettre en face d'eux, ne jamais me défiler si on vient me chercher. Enfin, tu vois, tous ces codes d'honneur. En fait, aller défier quelqu'un, c'était une histoire d'honneur. C'est pas juste au début, en 84, les gens se défient, mais là, c'est des trucs d'enfant, tu vois. Tu gagnes, tu perds, ça a pas de valeur. Au bout d'un moment, en 85, tu commences à prendre conscience, avec les codes dans Biscuit, qu'il y a quand même une question d'honneur. Et que quand tu fais un défi, ça a des répercussions sur le blast que tu vas avoir par la suite. Donc tu sais que tu peux pas te défiler. Déjà, refuser un défi, ça n'existe pas. N'importe qui, tu dois dire oui. Après, tu dois te taper avec tes armes. Et moi, au bout d'un moment, j'étais quelqu'un qui allait chercher les gens. Je me déplaçais chez les gens, je prenais mon petit ticket de métro, et j'allais dans des endroits que je connaissais même pas, des villes que je connaissais pas pour 14 ans. Je sais pas moi, Sarcelles, Villiers, Aulnay, enfin des endroits... pour moi, c'est loin. Enfin, pour moi, c'est loin et c'est même pas. Et tu sais, quand j'étais jeune dans la culture hip-hop, mon monde c'était football, jouer à chat, faire du roller en bas de chez moi. Et tout d'un coup, avec la culture hip-hop, tu t'ouvres un peu plus au monde. Tu vas au Trocadéro et quand il y a des Zoulou parties, tu vas avec des copains. Après, ça commence à devenir un peu dangereux. Ils viennent plus avec toi. Et puis finalement, c'est soit tu y vas tout seul. Tu vois, parce c'est pas comme si t'appelais quelqu'un au téléphone qui t'accompagne ou qui t'attend là-bas. Quand t'arrives là-bas, c'est la surprise. Si tu découvres les gens sur place, mais tu t'apprends très vite à repérer les fils et les mecs sympas. Ceux qui vont te dépouiller, qui vont te frapper, qui vont te voler. Et ceux qui, potentiellement, tu sais pas s'ils sont méchants ou sympas, mais t'as quand même compris que pour l'instant, ils t'ont jamais agressé, ils t'ont jamais fait chier. Donc tu te dis, peut-être que vaut mieux que je reste à droite qu'à gauche. Et après, tu trouves tes protecteurs, comme moi j'ai fait avec Momo. Et tu te rends compte que quand tu as un protecteur comme Momo, tu sais que quand tu as un problème, il te le résout en 5 secondes. Quand lui il parle, il est audible, parce qu'il est craint. Et c'est pareil dans la danse. Moi, les gens me respectent, pourquoi ? Parce qu'ils savent que n'importe qui vient, je le laisse n'importe qui. À aucun moment je me pose des questions, à aucun moment j'ai peur, à aucun moment je recule. Ça n'arrivera jamais. N'importe quel événement où tu me verras à 9 ans, ils peuvent prendre le micro, ils peuvent se mettre à 10 devant moi. Moi je suis la reine des si je rentre pas dedans. C'est impossible. Impossible pour moi. Cette vision, cette façon d'aborder justement, c'est ton historique qui fait ton discours. Et tu penses que il faut que ça continue d'être enseigné ? Bien sûr. C'est la base. La base, c'est le défi. La base, et quand je te dis c'est le défi, ça veut dire que demain, demain si je faisais du jazz, du classique ou je sais pas moi, n'importe quelle forme de danse institutionnelle, danse de salon, salsa, ce que tu veux. Quand t'es enseignant, quand t'es prof, il va rien t'arriver si tu fais un concours. Nous, chez nous, dans notre culture, quand t'es juge, tu peux te faire défier par un mec. Parce que c'est une culture avec des codes violents. C'est-à-dire, et la violence de cette culture, c'est que si t'es pas quelqu'un qui fait des cyphers, qui a bourlingué un peu, qui t'est construit, quand un mec qui vient te chercher, c'est violent pour toi. Je suis d'accord. Imaginons que tu te retrouves jury sur un battle. Toi, t'accepterais qu'on vienne te défier ? Bien sûr, en tant que jury. Mais est-ce que ce serait pas un manque de respect ? Bien sûr que c'est un manque de respect. Mais quand le mec qui vient te défier, t'as le droit aussi de prendre le micro et de lui montrer à quel point c'est une merde. Parce que le mec qui va venir te défier, il n'aura pas 54 ans, il n'aura pas mon âge. À mon âge, personne me défie. C'est forcément soit un middle school qui a 40 ans, soit c'est un jeune qui a 20 ans. Mais tu peux aussi lui dire, écoute, moi je danse pas contre toi, par contre ramène-moi ton grand. Tu peux aussi faire ça. Voilà, comme ça on parle des galets. Ou sinon tu peux le dire devant tout le monde, pour moi, t'es une petite sale en fait. T'as 20 ans, tu vas chercher un mec de 50. Mais les mecs de 20 ans dans l'année, tu vas les chercher toi ? Non, jamais. Tu trouves juste du courage quand on a 50 balais et qu'aujourd'hui on est plus capable de faire ce qu'on faisait quand on avait ton âge. Mais par contre, je vais te montrer que je vais danser. Et si t'arrives pas à me taper devant tout le monde, t'arrêtes la danse. Grosse. Tu vois, tout de suite, je prends à partie le public pour bien expliquer que la distance et la non-équivalence entre moi et lui. Il a 20 ans, il a tout pour lui, j'en ai 54,
et je me bats contre moi-même pour pouvoir continuer à danser. Contre toi-même. Bah parce que c'est difficile tous les jours d'aller s'entraîner quand t'as Netflix, j'en sais rien moi, ça, ou alors quand t'as un peu d'argent que tu peux aller au cinéma, ou que tu peux. Moi aujourd'hui je suis à un niveau où je peux me permettre beaucoup de choses, financièrement parlant, ou à plein de niveaux. Je gagne bien ma vie, pour moi tout va bien. Donc si je veux tous les soirs, je peux aller en soirée, et au bout d'un moment je peux kiffer, et pour moi la danse, je deviens au fur et à mesure de plus en plus un danseur le dimanche. C'est-à-dire quelqu'un qui s'entraîne peut-être une fois par semaine, et encore qui trouvera toujours des raisons pour pas aller à la salle. Je trouve souvent des raisons pour... Regarde, ce soir, je dois aller m'entraîner. Je peux trouver 1000 raisons psychologiques pour me dire vas-y, laisse tomber, t'iras t'entraîner la semaine prochaine. Et au fur et à mesure, tu tombes dans un truc où t'entraînes de moins en moins, et t'es de plus en plus une victime pour les gens, mais les gens savent pas que t'entraînes pas. Après, tu peux évidemment être dans une posture et faire croire à tout le monde que t'arrives encore à rugir. Mais le jour où ça te tombe dessus... frérot, tu te dis putain, j'ai vraiment été le roi des cons, parce que en fait, si tu veux ne plus avoir de problème, bah déjà tu juges pas les événements. Quand tu juges un événement, tu te mets un peu en danger. D'accord? Donc tu sais très bien que des fois c'est pas toi qui va venir chercher, mais des fois tu vas avoir tu vas avoir 3 mecs ou 2 mecs qui vont venir défier les jurys, et ils vont chercher, ils vont pointer les 2 mecs qui sont à ta droite et à ta gauche, et pas toi. Et tu peux te retrancher derrière, non, je vais pas y aller. Mais tes jurys, bah je suis désolé, tu te lèves avec les 2 autres. Et tu prouves que t'es là. Je me disais, après tout ce que tu as raconté, je me dis qu'il y a la devise du hip-hop qui te dit Love, Peace and Unity, mais elle est où en fait dans tout ce que tu racontes? C'est pas juste quelque chose qui est sur un étendoir, c'est quelque chose qu'on façonne, qu'on forge. Oui. Mais ça, c'est un discours pour les enfants, pas pour les adultes. Parce que là, il n'y a pas... Ça veut dire pour les dur, enfants, quoi. Bah, mais la culture hip-hop, elle est dure. La culture hip-hop, elle est très très dure. Quand t'es, je sais pas moi, quand t'es une meuf dans la culture hip-hop, t'es entouré de 1000 charros, tu dois faire attention à ta réputation, ton petit triangle, pour pas qu'il y ait beaucoup d'avions qui tombent dans le triangle des Bermudes, faire attention à ta réputation et tout ce qui va avec. C'est poétique. Non mais il y a 1000 manières de dire, en tant que femme ou en tant qu'homme de la culture hip-hop, tout est difficile. Quand tu commences à avoir un blaze, tout le monde parle mal sur toi. Quand t'as un blaze et que quelqu'un commence à raconter un truc sur toi, eh ben, ça devient croustillant. Quand t'es une fille et qu'à un moment donné, là, je te donne évidemment plein de côtés négatifs, mais quand t'es une fille et t'es dans le côté hip-hop et tu commences à gagner de racket battle, c'est là où tout le monde se rappelle que les mecs, ils ont couché avec toi, et tout le monde commence à raconter toi à tout le monde. Ça va très vite. Et tout d'un coup, tu te rends compte que finalement, bah, c'est pas si bienveillant que ça, en fait. En fait, le hip-hop, c'est comme la vie. En vrai, c'est comme une entreprise. Pourquoi mettre cette devise-là? Mais parce que Africa Bambaataa, quand il a créé la culture hip-hop, il fallait qu'il fédère. Et il pouvait pas fédérer. Le côté sombre du hip-hop, c'est les gangs. Mais le hip-hop est né des gangs, à la base. Moi, je suis prof d'histoire. Je peux te raconter l'histoire sur le bout des doigts de la culture hip-hop. Et donc, inversement, le côté positif, ça a été le côté artistique qui a été développé par des jeunes qu'on crée de façon accidentelle ou des fois avec une réflexion, des arts de rue, qui sont la danse, le graffiti et plein de choses comme ça, qui après ont été fédérés au sein d'une même communauté, mais il fallait un dogme, il fallait un propos. Et pour l'époque, dans les années 70, c'est pas la culture hip-hop qui l'a inventé, puisque déjà à l'époque, avec la guerre du Vietnam, les hippies disaient déjà faites l'amour, pas la guerre. C'est vrai. Tu regardes Su Chuen, il disait peace, love... et fond qui saoule, une phrase dans le genre. Donc si tu veux, c'était peut-être dans l'air du temps, parce qu'on est en 73 quand la phrase elle sort. Et puis surtout, bah pour fédérer une culture de la non-violence, t'es obligé d'avoir un discours qui va dire kiffez, profitez, faites la fête, ce genre de truc. Après, tu vois bien que la personne elle-même qui est à la tête de ces propos-là, elle-même, elle est tordue. Ouais, trop. Juste, bon. Là, t'anticipes ma question, justement. Africa Bambaataa. Peace, Love and Unity et... En fait, c'est pas lui qui l'a créé. Lui, il a créé une espèce d'organisation avec un groupe qui s'appelle les Black Spade, qui était son gang. Et donc, à eux tous, bah, ils ont façonné, entre guillemets, un courant qu'on appelle la Zulu Nation. Okay. Mais il n'y avait pas que la Zulu Nation à l'époque qui mettait en avant tout ce que lui faisait. Sauf que lui, quand Kool Herc, il s'est fait poignarder en 77, et bah, Bambaataa, c'est devenu une espèce de prophète. Et en plus, en 82, il a explosé avec Planet Rock. Donc, à la fin, si tu veux, son organisation, avec celle d'autres personnes qu'on connaît un peu moins, eh ben, c'est devenu déjà un état d'esprit au niveau de la danse. Et c'était bien aussi pour toucher les jeunes. Pour la culture hip-hop, comme c'était Sydney qui faisait une émission
le dimanche après-midi, tu penses bien qu'il peut pas arriver à la télé avec un propos virulent et te montrer un aspect biscuit. Il t'a montré un aspect un peu, presque un récré à deux, version hip-hop. Donc il était obligé d'avoir un discours bienveillant, et il a raison, parce qu'on était des enfants. Donc il était obligé de nous aborder, parce que même si nous, on aurait été séduits par un discours comme ça, les parents, ils t'éduquent pas pour que t'ailles dans un truc un peu violent. Moi, ma mère, si je lui avais expliqué c'était quoi la culture hip-hop, elle m'aurait jamais laissé aller. Mais ma mère, des fois, même aujourd'hui, elle me dit, mais moi, je savais pas que c'était comme ça pour toi, mon fils. Mais parce que à l'époque où on dansait, c'était pas un truc où tu rentrais chez toi. Moi, je me suis fait dépouiller, frapper, tout ce que tu veux quand j'étais jeune. Mais jamais j'ai raconté à mon père ou à ma mère. Jamais de la vie. Sinon, il m'aurait pu laisser y aller, parce que il y avait toute cette violence. Mais on était séduits par tout ça aussi. Tu vois, c'était notre monde. Moi, je connaissais que ça, en fait. Et c'est ensuite, quand je commence à avoir 19 ans, où je commence presque limite à comprendre c'est quoi les filles, limite. Parce que moi, j'avais que dans les Zulu parties. Et il n'y avait pas beaucoup de filles. Et c'était quand même assez violent, il n'y avait pas beaucoup de filles. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand je commence à aller en boîte le soir, et ben je rentre dans... Enfin, le hip-hop devient un monde parallèle, et là, je rentre dans la société. Alors, j'ai connu des filles aussi avant, mais je les ai pas connues dans mon univers au niveau de la danse. Là où j'allais... c'était trop... Enfin, les filles, on les regardait même pas. Ou des fois, c'était la sœur ou la cousine de un tel, tu l'approchais, ça finissait mal pour toi. Ou la meuf d'eux. Donc, mais par contre, quand j'ai commencé à avoir 18-19 ans, j'ai commencé à aller dans des discothèques qui avaient rien à voir avec le hip-hop. Et là, j'ai commencé ma vie d'homme, si tu veux, avec quelque chose où il n'y avait pas vraiment de violence, où la vie était normale. Mais quand j'allais dans les événements hip-hop, je savais jamais comment ça allait se passer pour moi en rentrant et comment ça allait se passer pour moi en sortant. Alors peut-être pour d'autres personnes, ça s'est mieux passé. Mais moi, par exemple, pour donner une anecdote, quand tu rentrais, tout le monde parle du terrain vague de la Chapelle, mais quand tu rentrais dans le terrain vague de la Chapelle, ça pouvait très très mal se passer pour toi. Très 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 mal. Et pourtant, les gens, ils t'en parlent comme un truc, genre un passage obligatoire. Bah oui, frérot, mais faut que tu puisses sortir de là avec tes baskets, ou ton Kangol, ou ta plaque Nem, j'en sais rien. Parce que la culture hip-hop, c'est une belle culture, jusqu'au moment où t'arrives tant qu'il n'y a pas d'embrouille, ouais. une mésaventure qui t'arrête. Et après, il y avait quand même eu beaucoup de beaux moments. Je vais pas dépeindre que la culture hip-hop comme quelque chose de violent. Il y a aussi des très bons moments. Mais comme on n'avait pas de gens pour nous protéger, c'était toi et ta chance. Ou toi, avec ce que tu arrives à projeter comme empathie vis-à-vis des gens, qui étaient des fois des gens qui étaient reconnus comme étant soit des leaders de gang, soit des grosses têtes. Parce que les plus grands chez nous dans la culture hip-hop, c'était les Asnés, les Crazy Boys, les Ducky Boys, les Red Warriors. Enfin, ça, c'était les chasseurs de skin. Et les Black Panthers qui étaient encore au-dessus. Bon, tous ces groupes-là, si tu veux. Et c'était eux les grands frères, en vrai, dans la culture hip-hop. Enfin, c'était pas nos grands frères à nous, mais ils étaient dans nos événements. Et eux, ils avaient, quand moi j'ai 15 ans, eux, ils ont 25, un truc comme ça. Il y avait pas mal de danseurs dedans, hein, aussi. Oui, mais c'était plus des rockers au début. Et ensuite, t'en as certains qui ont migré vers le hip-hop, notamment comme Junior Almeida et Tony Mascott. Et je pourrais donner d'autres noms, mais c'est un peu les deux, en vérité, qui étaient dans ces bandes-là et qui, par la suite, sont entrés dans la culture hip-hop. Et ensuite, mais c'est pas des gens à qui tu parles. T'as pas vraiment accès à eux. Des fois, ils font peut-être la sécurité, ou ils font peut-être... ils sont avec leur bande, et ils nous voient comme des petits là qui font du smurf, tu vois, peut-être. Et c'est par la suite qu'ils vont de plus en plus rentrer dans ce truc-là. Même si... Là, je te parle pour les autres, pas pour Junior Almeida, ni pour Tony Mascott, qui, eux, sont vraiment rentrés dans la culture. Toi, Yuval, est-ce que tu te considères comme d'appartenance à la Zulu Nation? Est-ce que tu te considères comme un Zoulou? Non. Avant, oui. Pourquoi? À cause des polémiques qu'il y a eu par rapport à... Avant, on était tous des Zoulous. Quand j'étais jeune, on était tous des Zoulous. Après, j'ai compris que j'étais blanc. Donc déjà, ça peut changer les choses. À moins de s'appeler Johnny Clegg. Parce que quand on t'appelle Zoulou, c'est pas... Il y a quand même une dimension, tu vois, de ce que ça veut dire un Zoulou. Quand on parle des Zoulous, on parle quand même de ce qui s'est passé là-bas, je crois que c'était au Népal, ou le film Zoulou, qui est sorti avec Michael Caine, tout ça. Mais c'est une dimension, on va dire, plus afro. Tu vois, toi t'es blanc, tu dis t'es un Zoulou, bon écoute t'es gentil, c'est juste peut-être le nom qu'Africain Bataille veut donner à tous ceux qui adhèrent à sa logique de Zulu Nation. Donc au début t'as même pas conscience de tout ça. On dit t'es un Zoulou, tu dis oui je suis un Zoulou, mais sans prendre conscience de ce que c'est que les Zoulous, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils représentent, tout ce que t'as envie. Et ensuite malheureusement
t'as pas vraiment le temps d'essayer de chercher, de comprendre ou l'aspect du mot zoulou, que tout d'un coup, t'as les médias qui commencent à titrer, qui commencent à écrire le mot zoulou de deux manières différentes. Il y avait un côté très péjoratif qui était... Bien sûr, il y avait zoulou, nous on était les zoulous ZULU, et il y a les zoulous, fais pas ton zoulou. Là, ça veut tout dire. Là, ça veut dire, c'était déjà péjoratif. Et nous, il y a une amalgame qui s'est créée notamment avec les journaux, qui ont considéré que les bandes en France étaient des bandes de Zoulous. Voilà. Et donc, à partir de là, nous, qui faisons partie de la culture hip-hop, et ceux qu'on appelait les Zoulous de la culture hip-hop, c'est ceux qui étaient un peu la bien-pensance, les conservateurs, ou en tout cas les gens qui veulent protéger la culture dans son intégralité, c'est-à-dire tout l'aspect culturel du hip-hop. Alors que les bandes qui étaient ce qu'on appelait des Zoulous étaient des jeunes qui écoutaient que du rap, pour la plupart, ils dansaient pas forcément, et c'était la musique des quartiers, si tu veux, le rap, et qui venait dans nos événements. Et donc, à la fois, qui étaient associés à nous, qu'on le veuille ou pas. Mais ils faisaient partie des bandes. Alors, certains étaient aussi dans la culture hip-hop, mais d'autres, beaucoup. Mais il y a un plus grand nombre qui n'étaient pas dans la culture hip-hop que des gens qui étaient dans le hip-hop. C'est la polémique qu'il y a justement avec Afrika Bambaataa. Est-ce que ça n'a pas créé une vraie scission, voire même une scission entre... Non, parce que ça fait longtemps que la Zulu Nation, elle a perdu le pouvoir qu'elle avait par rapport à la culture. Déjà parce que Bambaataa, c'est plus un DJ qu'un leader en fait. Deuxièmement, Bambaataa, c'est pas vraiment non plus un mec qui parle. C'est pas un tribun, quoi. C'est pas quelqu'un qui vient, qui parle. Moi, je pense qu'il est hyper intéressant, Afrika Bambaataa, qu'il a beaucoup de choses à raconter, mais malheureusement, nous, déjà, on parlait même pas anglais en France. Donc, en vrai, on a mis beaucoup de temps à connaître l'histoire. Et Bambaataa, c'est pas non plus quelqu'un qui vient, qui fait des conférences et qui te raconte l'histoire, comment ça se passait avec les Black Spade. Je sais pas, moi, la première réunion qu'il y a eu à Black Hall, là, en 71, avec tous les leaders de gang. Enfin, il te raconte rien, en fait. Et donc, t'apprends l'histoire dans les livres ou parce que tu te poses plein de questions. Et surtout, Bambaataa, il est plus DJ que leader de la Zulu Nation, c'est-à-dire il se produisait à droite à gauche, il gagnait super bien sa vie, et à un moment donné, il avait des doléances qui allaient pas du tout avec son concept. C'est-à-dire, tu le programmais sur un événement, il pouvait demander à ce qu'une limousine vienne le chercher. Tu vois, tout d'un coup, c'est plus, on a plus l'impression d'avoir affaire à une espèce de David Guetta ou à une diva des platines qu'un leader charismatique qui vient voir ses enfants. Et avec le peu de budget que ses enfants pourraient mettre en place pour obtenir sa présence. Donc à la fin, ça devenait plus difficile pour le faire venir en France. En tout cas, moi, je te parle pour la France. Et ensuite, évidemment, à partir de 2017, je pense, il y a eu tout d'un coup des témoignages qui sont sortis où ils ont expliqué que c'était un prédateur, un agresseur, et que c'était quelqu'un qui abusait de la plupart des jeunes qui étaient autour de lui, parce que marcher avec Afrika Bambaataa, c'était hype, et c'était quelque chose de... Même moi, j'aurais marché avec Afrika Bambaataa quand j'étais jeune. Parce que c'était plus qu'un leader, c'était une espèce de demi-dieu, quoi, tu vois, genre. En plus, lui-même, quand tu le croisais, il avait sur lui plein de colliers, avec plein de définitions de religions différentes. Donc, il y avait l'aspect un peu de divinité à travers lui. Et quand il parlait, c'était genre une espèce de messie qui parle à sa communauté hip-hop. Mais le problème, c'est que le hip-hop, c'est segmenté, et les gens qui étaient dans le graffiti, ils se reconnaissaient moins à travers lui. Les gens qui font du beatbox, ils ont pas trop... Enfin, c'était plutôt la communauté de la danse qui avait vraiment un rapport avec lui, même si lui, il organisait des événements, enfin pas lui, mais ceux qui étaient des leaders de la Zulu Nation, donc des Zulu Kings, qui organisaient des manifestations, où dedans, des fois, soit il l'invitait le 12 novembre 73, qui est la date de création de la Zulu Nation, pour des anniversaires un peu partout dans le monde, ou qu'il l'invitait à lui, ou en tout cas dans les eaux du 12 novembre, voilà, comme ça, ça peut le faire venir même si c'est un peu plus tard. Ou soit, en réalité, ils faisaient leurs propres événements, mais il y a plein de gens qui étaient Zoulous, mais qui avaient aucun rapport avec nous. Ça faisait des fois un peu des bobos, ou des gens qui dansent même pas, ou des gens en fait, on n'a rien à se dire, en fait. Je veux dire, dans les années 80, on pouvait être... tu pouvais nous raconter plein de choses et on y croyait. On était des enfants. Après... on fait la différence entre un adulte, un agresseur, un prédateur, une culture qui se veut, qui pense que le clivage, c'est de pouvoir faire tenir des gamins avec un discours un peu trop, tu vois, c'est vertueux. Mais je veux dire, ce discours-là, il est sympa dans les écoles. Fraternité, égalité, liberté, tu vois. Ça, oui, quand tu es un enfant, tu vois tu vois ces propos-là, là, tu te dis oui, c'est la vérité. Parce que t'es encadré par une maîtresse, t'es éduqué, tout ce qui va avec. Mais quand tu rentres dans la vie normale, là, c'est la jungle. Faut
te battre pour trouver ta place, pour trouver ton travail, pour tout ce qui va avec. Et en finalité, tu te dis, je suis dans une culture, mais il y a une économie qui s'est créée, et c'est comme une entreprise. Et les gens s'embrouillent, les gens te dénoncent, les gens sont corrects avec toi, les gens il y en a certains qui foutent rien, d'autres qui travaillent plus que d'autres. Enfin, je veux dire, c'est le monde de l'entrepreneuriat, et c'est bien parce que ça permet aussi de montrer les capacités de certains à pouvoir bien gagner leur vie dans la culture hip-hop. Parce qu'avant, on vivait pas de la culture hip-hop. Et avant, on n'avait pas de référence qui vivait de la culture hip-hop. À part Sydney, les PCB. Voilà, sinon le reste, c'était pas des gens qui vivaient vraiment clairement de la culture hip-hop. Ils avaient tous un travail à côté et ils dansaient par passion. Mais tu pouvais pas te projeter. C'est à partir de 95 qu'on commence à comprendre les mots de l'intermittence. Certains autres, un petit peu avant, comme Traction avant, ou d'autres groupes. Silencer peut-être du côté de Lyon, avec Kader Chelef et d'autres peut-être. Nous à Paris avec Actuelle Force et Black Blamber. Ouais. Mais en vrai, la plupart des gens de la culture hip-hop, ils vivaient pas de la danse. Ils ont eu des opportunités, mais tu pouvais pas te dire plus tard je serai danseur. Tu travaillais, tu continuais à danser, et à un moment donné, ça s'est démocratisé, et les gens de la culture hip-hop ont commencé à danser avec des contemporains, monter sur des plateaux artistiques. Ils ont commencé à comprendre que déjà, ce qu'ils proposaient, ça pouvait plaire à un public. Ensuite, ils ont compris que c'est eux qui n'auront jamais la main, parce que la plupart des mecs qui avaient le pouvoir et qui étaient chorégraphes, c'est que des blancs mâles de plus de 50 ans, c'est l'image, mais c'est un peu ça en vérité. Et qu'aujourd'hui, quand t'es issu d'immigration, ça sera pas toi le chorégraphe sur une cité danse ou n'importe quel gros truc. C'est vraiment entre eux les contemporains. Mais c'est eux qui leadaient le truc. Ou les CCN. Enfin, t'apprends plein de mots qui est dans un univers qui est loin de ton monde. Et quand tu commences à rentrer là-dedans, t'as beau être un gros blast de la danse, quand tu rentres là-dedans, t'es un petit blast, que t'es tout petit. Tu comprends pas tout ce qui se passe derrière. Le fait que tu aies des droits par rapport à la chorégraphie, que tu peux déposer des chorégraphies, des musiques, des choses. Enfin, un monde qui t'est complètement étranger. Et t'apprends au fur et à mesure. Et c'est petit là-dedans. La découverte de ce monde dont tu parles. 95. Voilà. En fait, là, t'as daté 95, ça perdure encore plus ou moins jusqu'à maintenant, parce que tu dénonçais. Je parle du départ, moi, pour moi, à mon niveau. Tu dénonçais ça. Enfin, je refais encore une dédicace à Ismail Break TV. Il t'a posé une question sur la structuration de la culture. J'ai senti que tu montais un peu en pression dans ta réponse, parce que là, le constat que tu as eu déjà en 95, j'ai l'impression que c'est toujours d'actualité. Ça a un petit peu changé. C'est le CCNRB de Rennes, où, si tu veux, ça représente... En fait, ces endroits-là, des fois, ils veulent mettre des fois des visages. C'est un peu comme une boîte qui va mettre des portiers noirs à la porte et qui fera pas rentrer les noirs. Là, ils font un peu la même chose. Sauf qu'eux, ils font un petit peu l'inverse. C'est-à-dire, ils mettent des gens du hip-hop en pensant que les gens du hip-hop, dans n'importe quel CCN, quand tu vas ouvrir aller pour proposer une pièce hip-hop, ils vont t'envoyer là-bas, ils vont dire, non, mais le hip-hop, c'est eux. Parce que les gens qui sont à la tête de ce truc-là, ils ressemblent plus à ce que vous êtes vous. C'est-à-dire la diversité, la mixité, les quartiers, en fait. Et la plupart des gens qui tiennent des CCN, des fois, tu te dis, il y a peut-être une proximité parce qu'il a un nom, Rebeu ou Renoir. Mais c'est des gens qui ont peut-être grandi dans le contempo et qui te voient comme ce que t'es, c'est-à-dire un Zoulou. Tu vois. Et en fait, ils disent, frérot, tu crois que je vais t'ouvrir la porte parce que moi je suis noir ou moi je suis arabe et toi t'es arabe? Non. Et en fait, il faut pas le taf pour moi tous, la plupart. Pour moi, la plupart d'entre eux qui sont dans les CCN, des fois je trouve qu'ils font pas vraiment le taf, personnellement. Et les gens, des fois, qui font partie de la culture hip-hop et qui rentrent dans les grandes instances, elles savent pas tendre la main. Et elles font rien pour la culture. Elles font des choses pour elles. Et en plus de ça, pire que tout, quand tu regardes aujourd'hui la plupart des gens qui sont chorégraphes dans la culture hip-hop, en fait, ils sont dans le déni complet parce que ce qu'ils proposent comme proposition artistique, c'est toujours du contempo hip-hop et personne propose vraiment du hip-hop. Comme si on était obligé, entre guillemets, toujours de se métisser avec le contempo pour pouvoir se produire. Je suis obligé de te poser la question. Quel est ton point de vue sur le DE ? Le DE... Alors du coup, parce que mine de rien, ce sont des gens affiliés à la culture hip-hop. C'est les gens du hip-hop. Voilà, qui ont proposé ON2H pour ne pas les citer. Oui, c'est compris. Voilà. William Messi, tout ça. Exact. Quel est ton point de vue ? Parce que, je voudrais connaître ton point de vue. En vrai, notre diplôme à nous, c'est notre histoire. Aujourd'hui, quand tu donnes un cours, il faut que tu dises que 99,99% des gens qui enseignent, personne n'est diplômé. À part s'il a un diplôme dans une autre forme de danse. Comme Junior Almeida qui avait un diplôme en jazz et qui enseignait le lock et le pop.
Mais la plupart des gens, ils ont pas de diplôme, ceux qui enseignent. Parce que la plupart des gens dans la culture hip-hop, ils ont appris à enseigner sur le tas, dans les MJC, tu vois. Ils sont devenus, par la suite, socio-culturels dans leur mentalité. Et au fur et à mesure, le gouvernement, il a compris que les jeunes dans les quartiers, ils pouvaient ramener quelque chose de positif, notamment en encadrant des jeunes un peu rebelles et en proposant des activités du style atelier d'écriture ou je sais pas moi de danse ou j'en sais rien, en se basant sur des tampons qu'on pourrait appeler des associations qui sont liées aux cultures urbaines. Donc tout d'un coup, tu travailles un peu avec l'État ou en tout cas avec ta ville, tu vois. Mais au bout d'un moment, c'est bien pour toi parce que t'es payé pour ça et t'existes socialement, mais au bout d'un moment, tu rentres quand même dans un système qui fait qu'à un moment donné, un jour ou l'autre, ils vont te dire bon, là pour l'instant, on a joué le jeu avec vous, mais ce serait bien que ceux qui encadrent, ils aient un diplôme, parce que c'est ce qui se passe dans toutes les autres formes de danse. Vous êtes la seule forme de danse qui a pas de diplôme. Et finalement, ce que vous faites, c'est professionnel. Mais qu'est-ce qui justifie que t'es professionnel? C'est soit le fait que tu sois payé pour ça, donc ça veut dire que t'es un professionnel, parce qu'on te paye pour ça, on te paye pour une prestation. Donc voilà, tu dois être professionnel. Soit c'est parce que t'es diplômé. Et donc ça veut dire que un simple BAFA déjà, ça te permettrait de pouvoir encadrer des jeunes. Mais même ça, ils l'ont pas, la plupart. Je suis d'accord, Yuval. Prenons un cas. Moi, je donne les noms. Qui serait légitime et aurait des connaissances ou des bagages intellectuels nécessaires pour, par exemple, dire à quelqu'un comme Junior Almeida, oui, vous êtes apte à avoir le diplôme. Qui, dans le système étatique, pour... déjà, personne ne peut rien dire à Junior Almeida pour une raison qui est toute simple. On est d'accord. Puisqu'il est diplômé. C'est vrai, mais il y en a d'autres, justement, qui ont à peu près ce genre de background. Oui, mais les autres, ils se mentent à eux-mêmes. Ils donnent des cours depuis des années. Ils sont enseignants de danse, mais ce qui équivaut à donner foi à leur pratique, c'est soit le blast qu'ils ont, soit leur historique en tant qu'enseignants, et ils ont jamais eu de problème. Mais le jour où tu as un problème et qu'un enfant il se blesse, je suis d'accord. Et il est possible que quelqu'un te demande, d'accord, mais vous donnez des cours, mais sinon à ce moment-là tout le monde est médecin. Oui, mais comment est-ce qu'ils doivent passer des examens pour obtenir ces diplômes? Non, mais moi je pense que de toute façon ce fameux DE quand il est sorti, l'idée de base c'était que tous les gens qui enseignent, parce que la culture hip-hop elle a pas attendu après l'État pour enseigner. On est d'accord. Aujourd'hui il y a plein de gens qui depuis ces 30 dernières années donnent des cours partout en France et ils ont construit ils ont construit pas mal de danseurs, ils ont créé pas mal de danseurs et la culture hip-hop elle perdure parce que ces enfants grandissent de plus en plus, ou en tout cas il y a de plus en plus de jeunes qui se mettent dans la danse. Donc pour l'instant on a fait assez bien le taf. Je dis moi, mais la plupart des gens ont bien fait le taf, tu vois. On n'a pas beaucoup d'histoires où t'as des blessures graves, à part quand c'est dans le break. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en finalité, quand tu regardes comment ça fonctionne, tu te dis, en vrai, aujourd'hui, il faudrait que tous ces anciens et tous ces gens qui peuvent justifier d'avoir donné des cours pendant des années aient leur diplôme d'office. Là, en fait, quand on parle du DE, on parle aux nouvelles générations, pas à ceux qui sont déjà en place. Tu vas pas dire à un mec à 50 ans d'aller passer son diplôme. Parce que imaginons, on vient te dire, Yuval, allez, là, c'est tel prof de contemporain qui est diplômé, qui vient te expliquer ce que toi, t'as toujours fait. Je vais avoir la même réaction que n'importe qui aurait dans le hip-hop. T'es qui, toi? T'as fait quoi? On est d'accord. Et il va me dire quoi? Il va me dire, ouais, moi, j'ai fait des grandes scènes. Mais ce que t'as fait là, moi, je l'ai fait, mais dans le hip-hop. Alors, de toi à moi. De toi à nous, ouais. Il y a eu une grosse polémique par rapport au DE. Mais parce que à partir du moment où ça devient étatique, les gens ont peur. C'est comme le mot fédération. C'est des mots c'est des corps étrangers dans la culture hip-hop. Est-ce que je veux pas citer certaines personnes parce que je préfère les avoir en face to face. Est-ce que ça n'a pas bloqué certaines personnes qui ont des grosses structures, d'écoles, et justement parce que le diplôme d'État, quand on regarde d'un point de vue financier, c'est beaucoup moins cher que d'entrer dans des écoles qui sont sur place. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'était pas quelque chose, un tube, le diplôme d'État n'était pas un tube business des écoles qui étaient établies? Non mais, aujourd'hui, une école de danse de formation, c'est 5 000 € l'année. Voilà. Donc c'est un contrat sur généralement 2 ans ou 3 ans. Donc tu sais que tu dois débourser 15 000 € sur 3 ans. Des fois, c'est des gens qui sont en grande précarité, mais qui trouvent un travail, la semaine pour pouvoir payer notamment leur école de formation. À la fin des 3 ans,
Bon, t'as pris des cours avec les meilleurs professeurs. En fait, c'est même pas les meilleurs professeurs. C'est souvent des gens qui ont gagné des gros battles et que tu vas vendre comme des gens qui ont la fibre de l'enseignement. Non, ils le font parce que c'est alimentaire. Quand tu dois donner 35 heures par semaine, je suis pas sûr que t'aimes la danse à ce point-là. Mais bon, la plupart des écoles elles vont te dire ouais, nous avons la meilleure école de street dance. Mais les gens qui enseignent, à part ceux qui ont vécu l'expérience de leur travail, personne peut dire que c'est un grand enseignant. Sauf si évidemment celui qui enseigne, il sort évidemment. Enfin, en tout cas dans notre culture hip-hop, ce qui prévaut comme étant quelqu'un qui est fort en enseignement, c'est qu'à la fin de son enseignement de la culture hip-hop, tu retrouves ces jeunes dans des battles et ils gagnent des battles. Donc à la fin, c'est genre une caution. Tu vois, t'as l'impression que c'est vraiment un putain de professeur. Tu vois, c'est un mec, alors que nous on n'est pas dans ses cours, mais tu te dis putain, ouais, quand même, le résultat de son travail fait que c'est un bon coach ou un bon professeur ou un bon enseignant par rapport au résultat qu'il arrive à obtenir dans notre monde des battles. Mais en réalité, quand tu regardes bien, ces 3 années où ces jeunes ils vont évidemment avoir une proximité avec des enseignants qui peut-être leur auraient peut-être même pas adressé la parole à l'époque, mais bon, avec qui ils vont traverser pendant 3 ans, ils vont prendre des cours et ils vont évoluer avec les meilleurs selon l'école. D'accord, selon la politique de l'école, meilleure école de street dance, les meilleurs enseignants, un background incroyable, chacun se vend comme il veut. C'est un peu comme les écoles de kung-fu à l'époque en Chine. Bon, mais à la fin t'as quoi? Un papier de l'école qui justifie que t'as un professionnel. Mais il a quelle enfin, je veux dire valeur au niveau de la société. Quelle valeur au niveau de la société? Est-ce qu'avec ça tu peux justifier de passer devant qui que ce soit dans une comédie musicale ou pour trouver du travail ou pour entrer enseignant, ou est-ce qu'une école elle valide ça? Enfin, est-ce que demain une école elle te dit tu rentres dans l'enceinte d'une école, tu veux donner les cours de danse, est-ce qu'une école elle peut dire vous avez un diplôme du hip-hop? Tu dis oui. Est-ce que ce diplôme qui sort d'une école de formation équivaut pour un vrai diplôme pour une institution comme une école publique? À l'inverse, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais à l'inverse, je dirais que, je reprends un de tes propos, la culture n'a pas attendu Bien sûr. des autres trucs pour se structurer, entre guillemets. On a des événements comme le Juste Debout de renommée mondiale, mais peut-être que si ces élèves réussissent à briller et gagner par exemple ce genre d'événement, ça parle déjà de lui-même. Alors imagine que la plupart les plus gros événements, que ce soit le JD ou plein d'autres événements, tu sais que ça marche avec des subventions publiques. Donc ça veut dire que l'État, ils ont compris que en déversant, je parle pas du JD spécialement, je te parle des plus gros événements qu'il y a en France, les plus grosses les plus grosses enseignes, quoi qu'il arrive, elles deviennent importantes que parce qu'elles arrivent à faire venir des étrangers au niveau international, donc à payer des billets d'avion, des hôtels, tout ce qui va avec, c'est un coût, d'accord? Cet argent-là, c'est souvent des subventions publiques. La plupart du temps. D'accord. Donc au bout d'un moment, à force que l'État commence à donner des subventions pour faire des événements, au bout d'un moment, c'est un peu comme la grenouille qui se retrouve dans la casserole où l'eau elle est chaude. Oui, et à la fin, t'es prisonnier parce qu'à la fin, ils peuvent te demander des comptes. Ils peuvent te dire bon, on vous a beaucoup donné. Là, par contre, maintenant, vous avez vu que on a apporté notre aide à la culture hip-hop. Parce qu'on a tout le temps subventionné, même si cet argent, c'est l'argent public. Mais ils peuvent te dire, maintenant, à un moment donné, nous, aujourd'hui, on va mettre un diplôme en place. Maintenant, le hip-hop, et vu que le hip-hop, il est étatisé en France, d'une certaine manière, parce qu'il contribue, parce que la plupart des battles que tu vois dans toutes les villes, même le battle Vénère, si t'as envie, c'est politique de la ville. C'est la ville qui subventionne. Bon, après, je peux pas te le confirmer, mais je pense que c'est la ville qui subventionne. Surtout depuis que... Enfin, je me doute, tu vois. Je te parle de Aulnay, mais je pourrais parler de plein de villes. Et c'est comme nous, on fait le battle de Nanterre. Le budget, ça doit être 60 000 ou 80 000 euros. Bon, non mais je veux dire, c'est quand une ville elle met en place un événement, c'est parce qu'évidemment, ils savent que les événements de danse ça se passe bien et qu'il n'y a pas de soucis, qu'il n'y a pas de bagarre. C'est pas un concert de rap, c'est pas un mec de 92 qui va rapper dans le 91, tu vois. C'est plutôt, c'est quand même bon enfant, en vrai. Donc ça se passe assez bien. Et si tu veux ta convention de 3 ans pour avoir tes 80 000 euros x 3. À la fin, t'es obligé, à un moment donné, que tu le veuilles ou non, tu travailles avec le gouvernement, d'une certaine manière. Donc à la fin, t'es prisonnier. Quand eux, ils mettent un truc en place, toi, t'es là à dire, oh non, mais moi, je veux ma liberté, le révolutionnaire, le Che Guevara. Comme le Che Guevara, il s'entraîne où, à Paris? Il s'entraîne au 104.
lieu institutionnel. Aujourd'hui, il va y avoir un nouveau lieu qui va ouvrir à la Villette. Est-ce que les gens, quand ils rentrent dans ces lieux-là, ils se disent non, c'est institutionnel, je perds ce côté hip-hop qui est en moi. Aujourd'hui, plus personne veut danser dans la rue. Ça, c'est bon pour les années 80. C'est vrai. Aujourd'hui, les gens, ils veulent avoir un certain confort. La plupart des écoles de formation, c'est toujours des étrangers qui viennent apprendre en France. Plus que les Français eux-mêmes. Mais parce qu'ils savent qu'en France, il y a des possibilités de pouvoir vivre de la danse. Justement, là, t'ouvres le volet de la partie économique. Yuval, on va pas revenir on va pas te poser des questions auxquelles on t'a beaucoup posé. Renseignez-vous sur Yuval. Moi, je suis dans les raccourcis, mais je voudrais développer une partie de ta vie perso. Vas-y. Parce que tu as bossé avec la petite enfance et après, t'as tout coupé parce que maintenant, tu vis de la musique. Et moi, enfin, je dis de la musique, de la danse, pardon. Moi, c'est un point de vue qui est important parce que de la Night Media, on veut que les jeunes se disent oui, c'est possible. On a vraiment besoin de ces témoignages. Oui, c'est possible. Moi, je vais leur dire oui, c'est possible, mais si t'es claqué, t'es claqué. Oh là là. Attends, à un moment donné, Oh là là. un âne, c'est pas un cheval de course. On peut pas leur mentir à ce point-là. Mais donc pour toi, attention parce que c'est dur quand même ce que tu dis. Oui, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Moi, quand je me suis lancé moi, j'étais animateur pendant 15 ans. D'accord à partir de 2006-2007, j'étais fonctionnaire. Donc, t'as vu, quand tu deviens fonctionnaire dans mon travail, tu sais que t'es pratiquement invirable, tu vois. Tu sais que t'as un travail à vie. Tu travailles pour le gouvernement, tu travailles pour l'État. Moi, une fois que je suis devenu fonctionnaire, ma mère, elle était aux anges. Putain, elle était fière, tu vois. Elle savait, voilà, enfin, voilà, tu vois, stable, une position stable. La vie, c'est difficile. La garantie de l'emploi. Voilà, garantie de l'emploi. Moi, je décide de tout plaquer parce que je crois en moi. Parce que je suis persuadé que je suis le meilleur et je suis persuadé que j'ai un réseau assez fort. Mais c'est déjà croire en soi. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, c'est un peu comme les mecs qui veulent des fois danser et ils veulent vivre de la danse. Mais est-ce que t'es déjà le meilleur dans ta salle, toi? Ou des fois, ils veulent avoir un blaze. Et ils pensent que, ils pensent que s'ils vont à l'international, on va les reconnaître mieux que ce qu'on devrait les voir en France. Mais est-ce que déjà, dans ta propre salle, t'es le plus fort? Non. Alors, qu'est-ce qui lui fait ton cinéma, à croire que demain, tu vas être celui dont tout le monde va parler? Ça commence dans ta propre salle, avec celui qui est à ta droite et à ta gauche. Si t'es pas plus fort, si t'es pas le meilleur de ta propre salle, tu seras pas le plus fort dans tous les autres quartiers, hein. Mais aujourd'hui, on va te dire, ouais, mais j'ai 500K. Oui, mais les gens se basent, les gens se basent sur le fait qu'ils sont influenceurs, mais des fois ils disent, ils ont des followers, mais en vrai, quand ils font des lives, ils sont doux sur leur live. Donc des fois, tu te dis, bon, l'équation, elle est pas terrible non plus. Moi, ce qui m'inquiète dans ce que tu viens de dire, c'est, je m'interroge alors sur ceux des centres de danse. Il y a des gens qui n'ont pas la danse en don, mais qui rentrent dans une école de danse en se disant, par la force du travail, j'arriverai peut-être à. Oui, mais après, vivre de la danse, est-ce que vivre de la danse, c'est faire ce que t'aimes avec une certaine marge de liberté, ou c'est danser pour des chorégraphes que tu détestes, ou des artistes, des musiques de merde que tu détestes, que tu diras jamais acheter, tu danses derrière eux. En fait, est-ce que tu vis ou tu survis? Moi, je vis. Moi, je vis. C'est une question que je voulais poser en plus, c'est ça, moi, je vis, ça veut dire que moi, je travaille tous les week-ends. C'est moi qui choisis ou non si je veux travailler avec quelqu'un. Eux, ils ont pas le choix, ils doivent faire leur 44 cachés. D'accord. Donc, des fois, ils sont avec des compagnies et ils font d'autres formes de danse sur des musiques baroques ou des trucs qu'ils détestent, mais ils ont pas le choix parce que sinon, ils mangent pas. Moi, c'est tout le contraire. C'est moi qui choisis. Pour toi, la définition, si je comprends bien, tu me corriges si je me trompe, la définition de vivre de ce qu'on aime, il faut qu'il y ait impérativement la liberté dedans. Il faut que tu restes libre dans ta passion. C'est ça? Moi, quand je me lève le matin et que je m'occupais des enfants, c'est pas mes enfants. Au moment où je suis plus payé, est-ce que j'y vais? Non. J'y vais pas. On est bien d'accord. Maintenant, quand je vais m'entraîner, bon, ce soir, je vais aller m'entraîner, j'y vais parce que j'aime la danse. C'est un truc qui est en moi. Donc si tu veux, j'ai un moteur interne qui te dit, vas-y, réveille-toi, va t'entraîner, t'es encore capable. Tu vois, j'ai une force intérieure qui me dit, vas-y, va faire les choses. Et ben, au moment où moi j'ai quitté la fonction publique et j'ai décidé de devenir speaker professionnel, c'est parce que je sentais que j'en avais sous le pied et que je sentais que j'étais capable de pouvoir séduire un grand nombre d'organisations et que j'allais pouvoir vivre de ça. Mais c'est parce que j'étais déjà persuadé que j'étais un tueur. Et tu vois, et c'est cette rage-là qui m'a permis, depuis, on va dire, une quinzaine d'années, de pouvoir vivre d'un métier qui est précaire. Parce que si les gens, s'il y a des nouvelles générations qui arrivent de speakers,
Et elles sont là pour dire t'es gentil papy, mais passe le relais, ou alors pour dire on est meilleur que toi, ou pour dire bah écoute t'as fait un peu ton temps. En fait c'est un combat perpétuel. Maintenant bah toi tu dois imposer ta façon de faire les choses, ou ta valeur, ou le fait que t'es là depuis très longtemps, bah t'es un peu de tête d'affiche, et t'es surtout t'as un savoir-faire qui fait que les gens ils peuvent se reposer sur toi. Mais personne. C'est un contrat qui est. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de contrat autre que moral entre moi et les organisations, puisqu'on signe pas de vrai contrat. Quand je fais un événement, ils m'envoient pas un contrat, genre je signe. Hein. On se parle au téléphone. Et c'est des cachets. Ouais, ou cachets ou associatifs, mais ouais. Et on se parle au téléphone et on dit que ok, on va travailler ensemble sur telle date. Et après, moi je dois être à l'heure. Enfin, tu vois, il y a plein de choses parce que les gens, un mec demain qui veut être speaker, d'accord. Ben, au-delà du fait qu'ils doivent être forts en tant que speaker, c'est juste un aspect. Parce que derrière, et tu dois, quand le mec il t'emploie, ben, avec moi, il a une certaine sécurité. Qu'est-ce qu'il a comme sécurité? Il sait que je vais arriver à l'heure. Je sais, j'entends aussi les bruits. Il sait que je vais arriver à l'heure. Il sait que je dois arriver à l'heure, déjà. Premièrement. Il sait que j'ai une structure. Alors que des fois, les gens, ils veulent être payés à la main. Il sait que peut-être je vais faire de la communication avant, pendant et après. Il sait que je vais m'adapter à l'événement, que je vais pas avoir un discours chartier, dire des gros mots. Il sait qu'en fonction de l'événement, du public, il sait que je vais m'adapter et que je sais faire. Il sait aussi que si je rate mon train, vu que je suis un adulte, j'ai ma carte bleue, je vais pas l'appeler pour dire hey, j'ai raté mon train, on fait comment? Genre ça charge. Il sait que quand je vais arriver dans les hôtels, je vais pas salir les hôtels, je vais pas foutre la merde, je vais pas acheter de l'alcool ou prendre de la drogue. Il sait que quand je sors de l'hôtel, tout est propre, tout est parfait. Enfin, je veux dire, il y a plein d'aspects qui dépassent le cadre juste de ta compétence. Il y a l'humain et ton comportement et ton côté professionnel qui fait que c'est pas à la fin, une fois que l'événement est terminé, il va recevoir une note ou il va entendre des choses ou j'ai ramené des gamines dans ma chambre, enfin des trucs, t'as compris. Et il sait qu'avec moi, ça va être parfait du début jusqu'à la fin. La seule chose qui peut m'en donner, il sait aussi que selon le rapport que j'ai avec lui, il peut me dire à moi, écoute, tu vois, alors, on a des problèmes, la mairie, elle payera que dans 2-3 mois. Est-ce que tu peux attendre? Il y en a d'autres qui peux pas dire ça. Ils ont fait leur travail de juge, ils te mettent des fonds verts où t'as l'impression qu'ils sont aux Bahamas toute la journée, et puis tu leur dis, si je te paye dans une semaine, ils t'appellent tous les jours. Parce que c'est pas la réalité. Tu vois, il y a plein, avec moi, moi, il n'y a pas que moi, mais avec moi, il y a plein d'aspects qui sont positifs et qui te permettent de pouvoir travailler. C'est plus confort. Voilà. Donc là, tes principaux revenus viennent maintenant du côté speaker. Ouais. Et prof d'histoire aussi, dans les différentes écoles qui existent en France. J'étais prof d'histoire à Cergy pendant 3 ans, je crois. Après, j'ai arrêté. Et ensuite, là, je serai prof d'histoire à l'école B-Side à Thiers avec Céline. D'accord. La maman de Cutie. D'accord. Donc, ce sera moi son prof d'histoire cette année. Et là, j'ai mon livre qui va sortir, parce que je suis auteur. Trop bien. Oui. C'est un livre sur la culture hip-hop, c'est la genèse de l'histoire de l'esclavage jusqu'à la culture hip-hop. Comment c'est créé. Étape par étape, chronologie. Parce que moi, je suis très chronologie dans l'histoire. D'accord. Tu serais prêt à accepter la production d'une autobiographie filmée, enfin, d'une production ouais, ce serait pas mal, cinéma. ça. T'as les idées, toi. Non, mais enfin, moi j'allais te demander, mais comment ça se fait qu'en fait Yuval n'ait pas écrit le bouquin? On a besoin de savoir. Il y a cette soif de vérité, de tout raconter. J'appelle Sally, c'est ça? Oui, bon, c'est pas. Bon, Sally. Oui. Ok, Sally. Ben, mais ouais. Mais tu sais que moi, je pense que c'est tous les anciens devraient écrire leur histoire. Je suis d'accord. Comme ça, tu peux confronter, tu peux croiser les informations et tu peux te donner une idée de comment ça pouvait être à l'époque. Moi, je vais avoir un discours qui va être un peu sombre. D'autres auront peut-être un discours un peu moins violent, plus sympathique, s'ils veulent. Chacun écrit l'histoire comme il veut. Après, toi, si t'aimes l'histoire, tu croises les informations et t'as une idée d'une approche d'une génération que t'as pas vécue, mais au moins, c'est des gens qui ont couché sur papier leur propre histoire. Parce que généralement, c'est des sociologues, tu vois, des journalistes, voilà. Des anthropologues qui écrivent l'histoire de gens qui sont encore vivants. C'est ça. Qui pourraient l'écrire eux-mêmes. Mais pourquoi vous ne faites pas un colloque des anciens, justement, pour faire un tronc commun de l'histoire du hip-hop en France? Mais parce que les anciens, on est en interaction sans être en interaction. Aujourd'hui, tout le monde fait sa vie. On se croise dans les événements, mais on se fréquente pas. Moi, je fréquente jamais Pascal Blaise, je fréquente pas Xavier, je fréquente pas... C'est des gens que j'aime, mais on se fréquente pas.
On peut se croiser peut-être dans une soirée, on va se dire bonjour, on peut se croiser autour d'un cercle. Il y a beaucoup d'amour et de respect parce que par rapport à tous ces anciens, parce qu'ils sont encore là aujourd'hui. Et en plus, il y a cette définition de qu'est-ce qu'un vrai ancien. Mais il y a des Claise Mpassi, il y a des Richard Mpassi. Bien sûr. Non, mais là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais on n'est pas amené à travailler ensemble. Sauf moi, quand je travaille avec Claise, je travaille sur le H-Quality. Après, je l'ai 2 fois dans l'année au téléphone, c'est tout. Mais ça reste un ami proche. Parce que on parle de cette culture. Moi, je vois la mine d'or. Ça veut dire la jeunesse de la culture hip-hop en France, c'est une mine d'or. Et je le dis, c'est une grâce. Parce que vous êtes en vie. Oui, mais aujourd'hui, moi, quand j'arrive dans les événements, là, aujourd'hui, genre, là, je suis sur le Make Your Choice samedi. Est-ce que tu crois que les gens ils viennent me poser des questions? Personne. Mais Yuval, à l'inverse, j'ai envie de dire, je rejoins aussi une des remarques en début de podcast. N'est-ce pas aussi de la faute de tous les anciens? Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis tellement actif aujourd'hui que pour plein de jeunes, ils ont peut-être l'impression que je fais partie de la mosaïque de leur génération ou de leur moment. Je vois. Alors qu'en réalité, quand j'arrive, je pourrais être leur père ou leur grand-père. Et donc, et en plus, vu l'aspect et la personnalité que j'ai dans la culture hip-hop, comme je suis quand même assez présent, tu peux même voir omniprésent dans la culture, tu me vois sur pas mal d'aspects, à la fin, je fais partie un petit peu de leur décor, sans pour autant qu'ils se posent plus de questions sur ma personne. Mais je les vois pas tout d'un coup dire ouais Yuval, mais c'était comment le Globo par exemple? Personne me pose des questions, moi jamais. Alors évidemment, toi quand t'arrives sur un événement, t'es quelqu'un qui doit animer un événement. T'es pas là en train de te raconter. Tu vas pas dire bon écoutez alors juste avant de commencer l'événement, voilà qui je suis, je m'appelle Yuval. Dis moi je me présente jamais. Je donne jamais mon nom moi. Mais je pense que la notoriété se fait toute seule. Les organisateurs savent, ils te présentent. Voilà. Mais le public, par exemple, quand je parle avec le public, je leur dis jamais comment je m'appelle. Et je trouve que c'est bien aussi d'avoir dans cette culture des gens comme moi ou d'autres qui sont pour des gens qui s'intéressent vraiment à la culture hip-hop. Quand je fais des lives, par exemple, parce que moi les lives que je fais, c'est vraiment je veux dire, si t'es pas dans la culture, ce que je dis, c'est pas intéressant pour toi, en fait. Mais quand t'es dans la culture, vu que je mets des noms, des dates, des lieux, des trucs, tout d'un coup, comme t'es passionné, tu te retrouves dans tout ce que je dis. T'es presque à ma droite ou à ma gauche. Et c'est intéressant. Alors bon, moi, je suis beaucoup dans les polémiques. C'est ça. Moi, j'avoue, là. Le live de ce matin, il est... Mais justement, et je trouve, c'est limite, il faudrait une partie 2 ou alors une sorte de reportage, mais le live de ce matin, le sujet, on va pas le mettre en avant, mais c'est très récurrent. Et j'ai remarqué, moi, pour ma part, après, il y a certains noms qui reviennent souvent. Oui, mais moi, je comprends pas pourquoi il y a pas beaucoup de anciens qui parlent aux jeunes. Parce qu'on a besoin d'être conseillé par les anciens. C'est pas un jeune qui va me donner des conseils à moi. Mais t'es gentil, frérot, toi t'y vas, moi j'en reviens. Donc, va faire ton blast déjà pour commencer. Parce que je veux dire, c'est que, évidemment que la culture hip-hop, c'est each one teach one. T'apprends des jeunes et les jeunes apprennent de toi. D'accord. Mais aujourd'hui, quand on doit parler à la communauté, c'est pas les jeunes qu'on écoute. Moi, j'en ai rien à branler de ce qu'il raconte un jeune. T'es gentil. C'est moi qui dois parler. Moi, quand je dis moi, c'est pas moi spécialement. Je dis, c'est les anciens qui doivent parler à ces jeunes. Moi, quand j'étais jeune, c'est pas un enfant de 13 ans, quand j'avais 13 ans, qui me parlait. Il est gentil, il est comme moi, il voulait savoir tout. Et c'était plutôt des gens qui avaient 20 ans, 25 ans, qui pouvaient soit des fois nous donner quelques conseils, soit quand ils nous parlaient et donnaient des informations sur la culture, on avait les yeux qui brillaient d'apprendre des choses. Parce que moi, ça m'intéressait d'apprendre le maximum de choses. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle En fait, moi, je trouve que la danse, il y a les métiers de jeunes et les métiers de vieux. Et moi, je suis dans les métiers de vieux, c'est-à-dire juge, speaker, DJ. Dans les battles, c'est les métiers de vieux, tu vois. Je veux dire, quand j'étais jeune, je voulais coucher avec des meufs et danser et faire le tour du monde. Hein. Je voulais pas être speaker. C'est une image, mais c'est la vérité. Là aujourd'hui, je fais un métier qui est en équation avec mon âge. Bon, là maintenant je suis un peu âgé, mais quand j'ai commencé à être speaker, j'avais 32, 33 ans. Donc ça allait dans le sens, même pour donner des cours de danse. Quand un mec il est trop jeune, c'est comme par exemple, moi je suis prof d'histoire. J'arrive le premier jour dans mon cours d'histoire à Cergy. Si j'arrive, et le cours il est entre 18 et 35 ans. Si j'arrive, j'ai 22 ans.
Est-ce qu'ils vont m'écouter pour l'histoire? Ouais, la crédibilité, elle est remise en doute. Frérot, t'es en train de te construire toi-même, tu veux nous raconter l'histoire, toi. Tu vois? Alors, je dis pas que quand t'es jeune, tu peux pas avoir la compétence, mais il y a des métiers quand même qui sont dédiés à une certaine génération et d'autres à d'autres. Moi, quand t'es jeune, dans cette culture, tu dois te battre pour avoir le Graal, obtenir la street crédibilité, obtenir ton nom, faire en sorte que les gens te reconnaissent. Parce que c'est quand même un gage, en fait, on est reconnu dans notre propre monde. On n'est pas, quand tu sors d'ici, personne me connaît. Mais je veux dire, dans mon monde, je suis une espèce de putain de grosse légende, tout le monde me respecte, tout le monde, mais ça se gagne. Et ça se gagne, et ça s'entretient. Tu trouves que là, les nouvelles générations, elles ont perdu ça? Elles ont pas cette fibre, même carrément? Non, les nouvelles générations, elles s'en battent les couilles de l'histoire. Mais elles s'en battent vraiment les couilles. Tu peux parler avec une nouvelle génération. Toi, j'ai vu que tu connais plein de noms, plein de choses que tu as vécues. Après, je connais pas vraiment Sally, son background. Mais en t'écoutant tout à l'heure, j'ai compris. Mais demain, tu vas poser des questions à des jeunes, ils connaissent même pas. Ils connaissent pas, ils s'intéressent pas. Mais ils s'intéressent pas alors qu'ils ont tout. Parce que moi, quand j'étais jeune, il y avait pas les livres, il y avait pas Internet, il y avait pas ChatGPT, on voyageait pas, on parlait pas anglais. Enfin, il y avait plein de barrières, tu vois, qui lui permettaient pas d'avoir les informations. Aujourd'hui, avec Google, t'as le monde à tes pieds. Un mot, t'as ça. Tu vas apprendre à danser, t'as 1 milliard de tutos faits par des danseurs différents qui t'apprennent le même mouvement. C'est vrai. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, t'es accompagné à plein d'égards. La seule chose qu'on va pas te donner, c'est l'honneur et la dignité. Est-ce que t'as des couilles si tu vas aller chercher quelqu'un? Non. Et dans 10 ans, tu te diras, putain, j'étais con, j'étais jeune, j'aurais dû aller défier lui ou lui ou lui. Mais ça dépend qui est derrière, qui te tient la main. Moi, j'ai tenu la main de Benji. J'en ai fait un monstre. Avec Benji, l'histoire de Benji, c'est mon histoire et c'est le prolongement de mon histoire. Si moi, j'avais pas été un mec avec cette mentalité, qui avait vécu tout ça avant, et que je serais arrivé en 95 comme lui à Châtelet, on aurait peut-être compris des choses, mais il aurait pas été connu comme ça. Moi, j'aurais pas fait ce que j'aurais fait. C'est-à-dire que c'est un grand qui accompagne un jeune, mais avec la mentalité, la dure réalité de la danse. Parce que Châtelet, c'était pas paisible, c'était pas de l'amour, c'était pas, c'est pas des mecs en face de toi qui te montrent des mouvements, ou qui t'accompagnent, ou qui t'aident. Mais non, c'est chacun son groupe, et il y a des guerres entre les groupes. Enfin, c'est quand même assez hostile, mais c'est cette hostilité qui va à un moment donné façonner ta personnalité et qui va te donner, en gros, tu vas te construire à travers tout ça. Soit t'es assez fort pour avancer, soit tu mets un genou au sol, puis le deuxième, puis après t'existes plus, et tu sors. Est-ce que tu estimes avoir... enfin, c'est ma dernière question. Est-ce que tu estimes avoir influencé Benji dans sa façon de se mouvoir au sol? Bah oui, c'est mon petit. Tout a été... Benji, il a été influencé par moi de A à Z. Mais c'était par rapport à quoi? Là, j'ai vraiment besoin de comprendre. Après, c'est un génie. Hein. Est-ce que c'est ton background? Est-ce que le fait que tu avais déjà du recul par rapport à tout ce que tu voyais déjà lors des battles ou des cercles ou peu importe, et là où tu t'es dit, vu que tu avais vu qu'il avait cette aisance avec la souplesse, c'était un génie. Et après tu l'as guidé, est-ce que tu l'as orienté justement, développe plus sur la partie mais là on est en souplesse. 95, toi tu me donnes plus de galons que j'en ai. En 95, moi quand je suis à Châtelet, j'ai 24 ans. D'accord? Mais j'ai pas la pédagogie. J'ai dû le bousculer, le faire pleurer, j'ai dû être très dur avec lui. T'as vu sa façon de bouger, elle est singulière, elle était très singulière. Oui, est-ce que tu l'as orienté là-dedans justement, en tant qu'avec plus d'expérience, ou alors tu l'as laissé faire? Non, je l'ai pas laissé faire parce qu'il était sous ma coupe. Donc il m'écoutait, il me suivait, il était avec moi tout le temps. Mais j'avais affaire à un génie. C'est-à-dire, quand je te dis c'est un génie, c'est-à-dire que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi créatif que lui dans le monde entier. D'accord. Maintenant, il avait des capacités. Mais les capacités, tu dois faire en sorte qu'elles se développent. Et pour ça, il faut quelqu'un à côté, quelqu'un qui te parle, qui te guide et qui te dise non, attends, dans ce battle-là, fais plutôt le prochain, il est le plus important. Tu vois, tu lui donnes plein de conseils. Tu lui montres pas les pas de danse. Moi, j'ai déjà montré des trucs à Ben, mais il n'avait pas besoin de moi, en fait. Plus du management ou orientation dans les choix. J'ai donné le plus important, la mentalité. Ok. Voilà, ce qui fait que il a jamais, dans sa vie, eu des déconvenus ou s'est fait défier par quelqu'un et il a perdu sa réputation parce que les gens, ils retiennent toujours... tu sais, c'est un peu comme... des fois, tu présentes des anciens, ils viennent, ils font une démonstration de danse. Les gens, ils jugent sur pièce. Ils vont pas se dire, oui, mais attends, avant, il était super fort. Oui, mais frérot, là, tu danses, ce que tu proposes, c'est le moment qui compte. Là, t'es clacos. Et ben, il a vécu plein de moments qui étaient importants dans l'histoire du break français, où il fallait pas reculer, il fallait avancer, il fallait faire front.
Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, les gens lui ont donné cette street credibility. Et qu'on fait qu'ils ont eu envie de le suivre. Les gens, ils veulent des leaders. On n'a plus de leaders. B-boy jusqu'au bout. Et les leaders, c'est ceux qui font. Et on a besoin de leaders en France. On a besoin d'avoir un jeune qui soit pas trop lisse. Et qui casse les couilles un peu à tout le monde. Et qui va chercher des têtes et qui donne envie peut-être à tous les autres de le suivre. Là, on a que des mecs on a plein de jeunes qui sont forts, mais ils ont pas de fait d'armes. Et on n'a rien à raconter sur eux. Ils participent à des battles, ils ont un bon petit niveau. C'est bien, mais ils écrivent pas l'histoire, c'est pas des légendes. J'en parlerai même pas dans quelques années. Ils peuvent s'arrêter demain et que tout le monde s'en bat les couilles d'eux. C'est ça le malheureux. Parce qu'ils sont pas leaders pour leur génération. Ni chez les filles, ni chez les garçons. Oh là là. Est-ce que... c'est la vérité. Là de tout ce que tu as dit, je sens que tu as un instinct de vie et de survie. De survie, il vient après, mais tu as un instinct de vie de combattant de ouf. C'est ça, t'as compris. Et est-ce que... là, pour moi, tu as tout fait pour la reconnaissance, pour le respect, pour exister, pour être. Mais T'es venu prendre ta place, oui. Est-ce que tu penses avoir tout fait pour la culture du hip-hop ? Tout fait, je dirais que de 82 à 95, j'étais plus un consommateur, un mec qui danse et qui pensait qu'à sa gueule. Quand je dis penser à sa gueule, non, j'étais en train de construire mon histoire. Bon, j'étais jeune. Ensuite, à partir de 95, j'ai un éveil culturel. Et puis, tu sais, en même temps, j'ai 24 ans, donc j'ai encore à voir venir. Mais dès 95, je commence à me dire, j'ai rien fait pour la culture, je vais commencer à rendre. Et donc, j'ai commencé à mettre en place plein de battles sauvages à Châtelet. Mais sans... célèbre. Ouais, les célèbres battles Châtelet, c'est moi qui les ai fait la plupart. Mais sans le savoir-faire. Tu vois, plutôt construire la narration de l'histoire, faire en sorte que les mecs s'embrouillent, enfin toute la partie relou, c'est moi qui la gérais. Mais après, sur place, quand les rendez-vous se faisaient et que les personnes devaient s'affronter, groupe ou individualité, eh ben moi j'étais pas au milieu pour parler. J'étais plutôt parmi les gens. Mais les gens savaient que c'est moi qui organisais. Jusqu'au jour où j'ai créé le 1000% à la Défense. Et à partir de là, j'ai commencé à devenir une voix et un visage officiel, de façon publique. D'ailleurs, il y a pas mal d'embrouilles entre B-Boy qui se sont réglés après les 1000%. Hein. Ah bah oui, bien sûr. C'est incroyable. Mais les plus grosses affiches au monde, c'est moi qui les ai créées. Toutes les plus grosses affiches sur la planète, c'est moi qui les ai créées. Et c'est moi qui ai créé 1000%. Et à l'époque, quand j'ai commencé à comprendre les choses, je venais avec un balai, je venais avec un sac poubelle, des feuilles, papier et une sono. Et je peux te garantir que tu peux faire un événement comme ça, un de grande, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Les gens, ils viennent et tout le monde t'applaudit. Le jour où t'as pas assez chargé la sono s'arrête, tout le monde te regarde et te fusille du regard. Ou même, quand la police, elle venait, elle m'embarquait à moi devant tout le monde. Elle me mettait en haut, au commissariat, et c'est moi qui arrivais à négocier avec eux pour leur dire, ouais, vous savez, peut-être que ce que vous voyez en bas, peut-être ça vous plaît pas, mais pour l'instant, j'ai jamais eu de bagarre. Moi, j'ai pas la prétention de vous dire que je cadre tout, mais avec moi, vous savez que ça va bien se passer. Si vous m'interdisez de le faire en bas, ça va peut-être se faire avec d'autres personnes, et un jour, ça va mal se passer, c'est sûr. Moi, avec moi, ça se passe bien. T'étais devenu une sorte de garant de ce genre d'événement vis-à-vis des forces de l'ordre. C'est ça. Parce qu'ils avaient une caméra. Parce que quand je faisais des événements, la caméra, elle était directement sur nous. Et quand tu montais au commissariat qui était juste au-dessous, eh ben, t'avais plein de télé, avec plein de caméras à droite à gauche, et t'avais notamment cette fameuse caméra qui était pointée pile sur... Ils ont des archives. Hein. Voilà, ils ont des archives. Mais Yuval, de toi à nous, dans cette culture, ouais. Parce que souvent ça chuchote de gauche à droite, je t'apprends rien là-dessus. Ah, c'est sûr. T'estimes-tu légitime ? Moi ? Est-ce que Yuval est une personne qui s'estime légitime dans la culture hip-hop en France ? Ben, je vais te donner tous mes crédits, quand ça va aller plus vite. Première génération historique du hip-hop européen, 82. 43 ans d'activité, donc j'ai traversé 6 générations. Créateur du Red Bull Dancer Style, donc l'événement qui tourne le plus au monde chez Red Bull. On le voit partout. Je suis le leader de la culture danse électro. Donc ça veut dire que j'ai créé le Vertifight avec Axon et Steady. Donc si tu veux, je suis un cool Herc de la culture électro. C'est nous qui on n'a pas appris les mouvements aux jeunes, mais on a structuré la culture électro. Donc on a fabriqué des championnats de France et des championnats du monde. Donc à l'heure où je te parle, c'est moi la voix de la culture danse électro dans le monde entier. C'est-à-dire ma voix compte plus que toutes les autres parce que tous les jeunes qui sont aujourd'hui les plus importants de la culture électro, bah, c'est mes enfants. Pour la plupart. Attends, j'ai pas fini. Hein. Là, c'est juste le début. Hein. Classé numéro 1 mondial des speakers. Je suis celui qui a certainement animé le plus de battles sur la planète.
Je suis le créateur des plus grosses affiches au monde. Je détiens les plus grosses affiches au monde, c'est moi qui les ai créées. Voilà, pour information. Je suis auteur du livre Street Boot qui va sortir. Je suis organisateur de plein de manifestations, Nantarius, Chain City qui est l'événement aujourd'hui phare en France. Ça fait maintenant presque 12 ans que ça existe et c'est l'événement de grande numéro 1. Je suis... Donc j'ai dit le Vertify pour la culture danse électro. Je sais pas si je cherche, je vais trouver d'autres trucs. C'est déjà, ça parle déjà mais tout seul. Il manque des choses, hein, je te Ça le dis. part tout seul. Mais la partie électro. Tiens, j'ai oublié encore un truc. J'ai été le premier danseur hip-hop qui a fait du voguing dans la culture du hip-hop. Oui. C'est vrai. Le C'est premier. vrai. C'était moi. Le Uving, même. Aujourd'hui, je l'appelle le Uving, mais à l'époque, c'était du Vogue. C'est parce que j'ai dit Uving, comme ça je rentre pas, je suis pas en conflit avec la culture LGBT. Parce que eux, ils disent que moi, ce que je faisais à l'époque, c'est pas du voguing, alors qu'il y en a aucun qui était soit né, soit présent à l'époque où je le faisais. Mais ils te disent quand même que ce que je faisais, c'était pas ça. Hein. Manque de culture. Ta rencontre avec le monde de l'électro, je l'avais en question, mais je voulais pas ouvrir parce que je voulais pas revenir faire quelque chose de redondant. Ta rencontre avec l'électro, c'était la période là où t'étais dans la hype et que t'as rencontré la New Wave? Non. Non? Non, la culture électro, elle est née en 2005, mais elle va exploser en 2007 en France. Je te parle de la danse électro. D'accord. Ah, toi, tu parles de la musique électro? Oui, la musique électro. Non, à quel 90, moment ça... Ouais, 90, okay. au moment où on rentre sur l'Eurodance. D'accord. Avec des Everybody's Free, feel good. Génération-là, si tu veux. Et c'est là où moi, je vais à Ibiza, que je vois le mec danser à Alice Paradis, et que parmi mes tispes, j'arrive à refaire des mouvements qu'il a fait. Sans chercher à les faire, mais juste pour les poser sur une musique que j'avais entendue pendant mes vacances. D'accord. Et après, j'ai compris le pouvoir que ça avait sur les gens. Et après, j'ai cherché à obtenir plein d'informations. J'ai envoyé une lettre à Archiburnett en 91. En 92 ou 93, j'arrive à obtenir le film Paris Burning. Et je commence à comprendre la danse que je fais. Et après, en 94, quand je reviens à Châtelet, je suis pour tout le monde. C'était tellement avant-gardiste. Moi, quand je regardais, je me disais, mais il est malade. Mais toi, quand tu m'as connu, quand on était jeune, toi, t'appréciais ce que je faisais. Ça m'étonnerait. Mais non, moi, pour moi, t'avais la compréhension. Ah non, moi, je me disais, il est fou. Il est totalement fou. Tu t'es pas dit, il est dep. Si, j'ai fait partie des gars comme ça, mais je t'ai vu popper aussi. Moi, tu m'avais traumatisé avec mes potes. Là, tu nous avais traumatisé en popine. Bah parce qu'en fait, en 94, je fais du voguing, mais pur. Mais entre 94 et 95, je fais ma transition, hein, pas sexualisée, hein, du genre. Ma transition dans la danse, ça veut dire comprendre qu'il faut avoir un langage commun. Parce que tous les mecs de Châtelet, si tu veux que ça fonctionne, il faut que vous ayez des atomes crochus, et notamment au niveau de la danse. Avec le voguing, ça fonctionnait pas. Donc j'ai mélangé le pop et le voguing. Et à ce moment-là, mon voguing, il a changé, et tout d'un coup, ça m'a donné une autre esthétique, celle qui m'a valu d'avoir sur le cul pendant 8 ans toute la culture hip-hop qui m'insultait, qui me détestait, et tout ce qu'il voulait, parce que je proposais pas, j'étais pas dans le commun de ce qui se passait pour cette époque. C'est quoi qui t'a fait tenir? Parce que je refais encore un big up à It's My Break de TV. Qu'est-ce qui t'a fait tenir? Parce vous avez utilisé le terme harcèlement, on était bien au-dessus. Ah oui, toi aussi. Comment t'as fait pour tenir? J'étais la musique-gueule, moi. Comment t'as fait pour tenir? Ce qui m'a fait tenir, c'est que moi, comme j'ai commencé dans les années 80, j'ai traversé toute la période sombre du début du hip-hop, qui était 1000 fois plus violent que tout ce qui se passait à Châtelet. Donc, si tu veux, ça m'a donné comme une espèce d'armure mentale, où j'étais sûr de moi, où quoi qu'il arrive, ils ont jamais raison de me faire croire que ce que je fais c'est de la merde, ou c'est trop efféminé, ou va savoir. Non, j'ai dit non, quoi qu'il arrive. Sauf que j'ai tenu, et après j'ai décidé d'inverser les rôles et de devenir. Avant, c'était eux qui étaient méchants avec moi, et après j'ai décidé de devenir moi méchant avec eux. Et c'est moi qui allais tous les chercher. Comme à l'époque du Smurf. Mais ceux qui fouilleront verront. Hein. Mais de toute façon, à l'époque où toi tu m'as connu, je sais pas, ça doit être quoi, 97, 98 ? C'était fin des années 90, et après j'ai pas lâché jusqu'à. Et bah, quand tu m'as connu, t'as bien vu que quand je parle, je suis déjà sûr de moi quand je parle avec l'italien. Je le connais même pas. Oui. Mais tu vois bien que je suis déjà un mec qui est très en place. Tout le monde me connaît, ils me respectent tous, mais en même temps, ils m'aiment bien, en même temps, ils me détestent. Parce que la proposition que je fais au niveau de la danse, c'est une ouverture pour me faire charrié par l'ensemble des gens n'importe où en France, hein, parce que tout le monde se passait le mot. J'étais un peu l'image de celui on va casser du
Enfin, excusez-moi le propos, mais c'est un peu ça l'idée, tu vois. Là, c'est péjoratif, mais c'est un peu comme ça qu'ils pensaient. Et moi, je suis hétéro. Mais ils s'en battent les couilles, parce que quand il y a à partir du moment où ils commencent à sexualiser ta danse et à ramener ça vers la culture, on disait pas la culture LGBT, on disait, c'est un, je sais même pas si on disait le mot gay à l'époque. Bon, bref. C'est une façon de déconstruire qui tu es. Du style, t'aimes bien ce qu'il fait? Ouais, mais la huisse, c'est un, tu vois. Et c'est comme ça qu'ils parlaient moi tous. Donc si toi, t'es pas fort dans ta tête, quand t'arrives dans les rendez-vous de Châtelet et qu'il y a des mecs qui veulent te défier, la première ouverture qu'ils vont avoir, c'est se moquer de toi et te faire passer pour ce que t'es pas. Maintenant, c'était un peu efféminé. Mais bon, comme je faisais du pop, j'arrivais à alterner entre le côté masculin et féminin. Mais eux, quand ils me voulaient marquer des points ou quand ils voulaient me rabaisser, c'était toujours mettre en avant le côté féminin. Pour dire, la huisse, qu'est-ce qui reste dans la culture, tu vois pas que c'est pas ta place. Non, c'est toi qui n'as pas compris. Moi, j'étais là avant toi. Tu vois. Et donc, t'es obligé d'avoir du caractère, une personnalité, une mentalité. En plus, j'ai eu Benji, qui est arrivé dès 97, il commence à être fort. C'est des problèmes en plus. En plus, mais là, je suis en train de comprendre. Parce que pour toi, c'était normal. Ta façon de te défendre, elle était normale. T'avais le background. Mais il y en avait d'autres qui venaient tout juste d'arriver. Et qui avaient ces discours. T'avais pas le sentiment d'être incompris à cette époque? Non, j'avais le sentiment que je gérais un jeune et que je devais lui montrer que j'avais plus de couilles que tous les autres. Et donc, la seule manière pour moi de faire en sorte que ça fonctionne, c'était de montrer que j'étais plus fou qu'eux. Donc, c'était rentrer dans des événements où je pouvais me mettre à poil, faire des doigts à toute la salle. Enfin, j'étais de plus en plus vulgaire. En fait, je les énervais. Je leur disais, quitte à ce que, vu que tu m'apprécies pas, moi, t'as une raison de pas m'aimer maintenant. Ouais. De toute façon, j'aurais jamais eu leur amour, pas à l'époque. Moi, j'ai eu le respect, vraiment le vrai respect en France à partir de 2003-2004. Là, tout d'un coup, tout le monde ferme sa gueule. Je crée le 1000%, et donc je deviens vecteur de quelqu'un qui va aider la jeunesse et qui va créer des tremplins pour plein de gens qui avaient pas forcément de blase. Et tout d'un coup, la vidéo, elle sort même avec le style de ouf à l'époque. Donc, pour eux, je deviens quelqu'un qui est incontournable. Mais avant, j'étais celui que tout le monde aimait à détester. Tu vois, c'était genre normal qu'on me pisse dessus. Mais par contre, moi, j'avais du caractère, je me laissais pas faire. Donc à la fin, j'étais un peu relou pour eux. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup d'amis à moi aujourd'hui sont beaucoup de gens qui me crachaient dessus dans les années 90. Enfin, on va dire entre 95 et 2003. Mais c'est pas plus mal. Au moins, ce sont des amitiés solides. Un peu, c'est ce que j'appelle le théorème de Sangoku. Voilà, parce que dans Dragon Ball Z, à la fin, on voit Sangoku avec toutes les personnes avec qui il s'est embrouillé. Mais au final, ce sont ses vrais amis. Après, moi, je me dis, moi, je contextualise les choses. C'est-à-dire que à l'époque, l'attitude qu'ils avaient vis-à-vis de moi, c'était dans l'air du temps. C'était Châtelet, c'était hostile, c'était que des mecs de quartier, la féminité on connaît pas. Un mec qui danse avec une danse un peu efféminée, ça peut pas marcher à Châtelet-Hall. On est le soir. Tous les gens qui commencent à vouloir, parce que le break c'est difficile, ou le smurf, tout ça c'est un peu galère. Donc tous les gens qui veulent rentrer dans la culture hip-hop, c'est souvent des mecs de quartier à l'époque. C'est pas comme maintenant, on donne des cours un peu à tout le monde. Et tu peux avoir un mec de Monaco qui vient, qui danse et qui est un tueur, par exemple. À l'époque, on dansait dans des lieux comme des halls de gare, de Châtelet, ou des spots, tu vois. Des fois, tu te dis, c'est pas possible qu'on s'entraîne là-bas, mais on y allait tous. Et c'était quand même des fois des endroits où tu avais beaucoup d'état d'esprit ou de mentalité de gens qui vont apprendre à se connaître avec le temps, mais quand même des mentalités de quartier. Tous les rendez-vous qu'on faisait à Châtelet, quand on affrontait des fois des gens, les gens des fois venaient avec le quartier. Et des fois ça finissait souvent mal. Ça partait en bagarre à la fin. Donc il fallait avoir les couilles de se dresser face à eux et de danser, tout en sachant que les gens, pendant que tu danses, ils t'insultent tous. Pendant que tu danses. T'es pas hermétique à tout ça. Après, il y a aussi des bons moments. Mais c'est les épisodes de Châtelet qui ont marqué Châtelet, tous ces moments où des fois ça part en couille, ou des fois t'as rendez-vous. Moi, des fois, je pouvais me promener à Châtelet, je croisais un mec lundi. Excuse-moi, c'est toi, Yuval? Ouais. Est-ce qu'il y a un mec qui vient pour toi samedi? Je sais même pas ce qu'il fait, je sais même pas s'il fait du pop, du lock, du break, je sais même pas s'il est connu, pas connu. Tu lui diras que je suis là samedi. Comme ça, moi, je parlais. Tu peux dire que samedi, je suis là. Et je savais même pas c'était qui. Mais c'était des mentalités qu'on était obligé d'avoir, des postures, ce que t'as envie. Et moi, encore plus que les autres. Pour bien montrer à tout le monde que je suis pas une victime, premièrement. Deuxièmement, j'avais un jeune à ma charge, Benji, pour lui montrer que son grand, c'était pas un lâche. Son grand, il affronte tout le monde. Il y va. Et j'ai jamais demandé à Benji de danser à ma place. Pourtant, Benji, c'était un monstre. Je suis là, non, Ben, c'est moi qui danse. Et puis, il y avait aussi le fait que j'étais leader de division alpha. Et quand t'es leader dans un groupe, si tu danses debout, t'envoies tes jeunes au casse-pipe, un jour ou l'autre, ils vont dire... mais je comprends pas, toi tu danses jamais en fait. Et toi tu vas te cacher derrière quoi? Non mais il y avait pas de danseur debout en face.
Et à la fin, ils vont comprendre que t'es une trompette, que t'es un mytho. Alors moi, ce que je faisais, c'est que je rentrais le premier souvent. Je rentrais le premier et je défiais les gens. Comme ça, pour bien leur montrer que ce soit un mec qui peut danser n'importe quelle danse. Voilà, ma danse, elle compte. C'est pas genre, j'attends qu'il y ait un danseur debout pour rentrer derrière. Et s'il y en a pas, bah finalement, je suis exonéré, enfin, j'ai pas à danser. Mais au bout d'un moment, on te demande des comptes. Un jour ou l'autre, on te dit, mais attends, toi, t'es là, tu nous parles de mentalité, de tes histoires de vieux, d'anciens, tout ça, là. Et puis, ça fait 6 mois qu'on est à côté de toi, t'as pas dansé une seule fois. Et toi, t'es là avec tes lunettes, tu nous envoies au charbon, et quand faut y aller, y a plus personne. Pourquoi tu veux qu'on t'écoute? En fait, ce que je t'explique, c'est que pour être crédible, non, pour être audible, il faut être crédible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on te voit danser pour qu'après ta parole ait du sens. Parce que si t'es que dans de la narration et on ne voit jamais danser, un jour tu peux être pris à partie par des gens qui vont te dire bah t'as des beaux discours, on dirait que t'es un chef guerrier, on a l'impression que t'es un mec, t'as tout compris, mais sur le terrain, par contre, on ne voit jamais danser, c'est normal ça. Tu vois, donc t'es là à exhorter les foules, à leur dire allez-y, allez au charbon, allez-y, mettez-vous en danger, allez chercher des têtes, entraînez-vous. Bref, t'as un discours hyper guerrier, mais toi par contre, tu danses pas. On ne voit pas. Et c'est la question d'interrogation, elle est totalement légitime. Bah, au bout d'un moment, bien sûr ça remet en cause qui tu es. Alors au début, par respect, ils vont rien dire, mais ça veut pas dire qu'ils parlent pas entre eux. Et après, ça se contamine, ça devient contagieux, et un jour ou l'autre, il y en a un, sur un malentendu, il peut te dire, ouais, mais toi, t'es là, ça fait 1 an que t'es dans un placard, quoi. En fait, t'as un planqué, et tu nous fais ton cinéma où, en fait, tu nous dis monte sur le ring, mais toi, t'es jamais monté sur le ring. Tu vois, c'est un peu ça, en fait, l'idée. Donc, moi, j'étais le premier qui allait tout le temps, parce que je voulais qu'il m'écoute. Et pour moi, la seule manière pour qu'il m'écoute, c'était de favoriser cet esprit défi. Mais surtout de le matérialiser physiquement. Parce que sinon, je me suis toujours dit, il y aura forcément un d'eux qui un jour me fera une remarque et me dira mes 4 vérités, parce que en vérité, je peux me cacher derrière mon âge ou des douleurs ou ceci ou cela. Mais ça peut fonctionner tant que tu les envoies pas au charbon. Mais à partir du moment où t'es là en train de dire les mecs, faut aller défier ce groupe-là, enfin tu les motives, bah genre l'autre, il y en a un qui va te dire moi je regarde les vidéos, t'es pas dedans. Enfin t'es derrière quoi. T'es une pom-pom girl. Mais t'es pas au milieu du cercle. Et ce qui compte, c'est que tu sois au milieu du cercle. Quoi que tu fasses, hein, que tu sois fort ou pas, mais tu dois y aller. Ça dit On va clôturer. Est-ce que je suis fidèle à tout ce que vous pensiez dans l'état d'esprit? Bah, il n'y a pas de... Non. C'est Oui, en très fait, riche. oui. C'est même plus profond que ça. C'est une mine d'or. Enfin, les temps d'échange avec toi sont très riches. C'est de l'apprentissage. Après, je peux te donner un discours très genre la bien-pensante, quelque chose de bien cool, où il faut s'aimer les uns les autres. Mais pour moi, le hip-hop, c'est une culture qui doit s'adapter à la société. Pas la société qui doit s'adapter au hip-hop. Donc ça veut dire que la société, t'as vu dans quel monde on vit aujourd'hui? Insécurité, enfin bon, il se passe plein de choses en France, tu vois, qui n'était pas la France d'hier. Bon, tu dois penser autrement sur plein de choses. La culture hip-hop, c'est pareil. À un moment donné, tu vas avoir ton blaze. C'est soit tu suis le circuit des battles, soit tu penses autrement. Tu vas chercher le mec qui est le plus fort et tu le... Ça va plus vite. Un raccourci, comme t'as dit si bien tout à l'heure. T'es pas obligé d'attendre à un moment donné que ton moment il tombe. Tu peux créer ton moment. Et c'est ça que je leur explique aux jeunes. Vous êtes là à faire plein de battles, vous en perdez, vous en gagnez, mais en fait, il y a rien qui évolue dans votre blaze. Par contre, si tu veux vraiment que ton blaze il évolue, fais un coup d'état. Un vrai coup d'éclat ou un coup d'état. C'est-à-dire vraiment, on ne voit pas pendant un bon moment, tu te focalises sur quelqu'un. Après, le problème derrière tout ça, c'est qu'évidemment, ces jeunes, ils ont peur de la mauvaise image. Ils ont peur de devenir impopulaires. Ah, mais frérot, tu veux une omelette, les œufs, t'as compris ce qu'il faut que tu fasses. C'est pareil pour tout le monde. Moi, je me suis jamais dit que tout le monde m'aimait. Mais je sais que les gens me craignent. Ou alors me respectent. Parce que je fais beaucoup pour la culture, et parce qu'ils savent aussi que ils pourront pas me manquer de respect dans un battle parce qu'ils savent que je vais danser. Et ça, c'est une ligne très importante. C'est impossible qu'ils puissent se dire non mais lui, vas-y, on va le remettre à sa place, et il va rien dire parce qu'il est vieux. Et comme c'est un vieux, il peut pas se défendre en danse. Il peut pas... qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? On a 20 ans. En vrai, c'est nous la sève, c'est nous le sang d'aujourd'hui. Oui, mais bon, frérot, moi j'ai l'expérience, et j'ai pas peur de toi. Et j'en ai vu d'autres en plus. Et puis surtout, t'as un lâche. T'as 20 ans, j'en ai 50.
Parce que je trouve ça normal que tu ailles défier une espèce de père pour toi. Même si je suis pas son père, c'est une image. Mais je vais quand même danser. Parce que j'ai pas envie qu'après, les gens ils puissent dire, mais t'as vu, Yuval, il parle, il s'est fait défier, il a pas été. Parce que ça, c'est un truc, après, ça se propage, ça va vite. Et puis à chaque fois que tu croises quelqu'un, faut que tu lui expliques pourquoi t'as pas dansé. Non, je préfère danser. Après, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent de moi, mais ils savent que moi, j'ai joué le jeu. Puis après, tu fais 2 passages, c'est fini, hein, ça va. C'est pas non plus... Moi, quand j'anime un battle, j'ai toujours mes protège-genoux. Tu me défies, je remonte mes protège-genoux et direct, je rentre. J'attends même pas que tu fasses ton passage, je rentre direct. Moi, j'ai le truc en moi, tu vois, c'est en moi. Je l'ai, j'attends pas après toi. Je fais mes 2 passages, 3 maxi, on se serre la main, ça y est, tout le monde lui va à droite et moi je vais à gauche. Mais il sera obligé de me respecter. Il sera obligé de dire, ah ouais, quand même, t'as vu, il s'est levé, il a été. Voilà, c'est ça pour moi le plus important. On va garder ça. Mais fidèle à lui-même. Fidèle à moi-même. Et dans 5 ans, on refait une interview, je te redirai les mêmes phrases. On le fait. Ah non, moi je suis convaincu. Je te redirai la même chose. Il n'y a rien qui va changer. Merci pour ta fidélité. Hein. Ouais, Merci plaisir. pour ton histoire, pour ton témoignage et le temps que tu nous as accordé. Tranquille, je vous ai dit que je venais. Je viens, t'as vu? Merci. Ta ponctualité. C'est très honorant, vraiment merci. Merci beaucoup. Merci à et vous. Et puis merci à vous tous. Et puis on se dit à bientôt. Abonnez-vous. Commentez. Allez. Peace. Merci beaucoup.